Bonjour tout le monde, bienvenue à la prescription avec Dr Fredounet Lambert. À chaque fois que je reçois quelqu'un qui travaille dans le milieu du cinéma, je suis toujours un peu excité. J'ai tellement hâte. Faut avouer pleinement que le cinéma aurait été cette chose que j'aurais rêvé faire. C'est le deuxième projet. Vous savez, je pense que tout le monde s'est lancé dans une carrière. On se dit toujours, je me demande si les choses auraient été différentes si j'étais allé dans un autre milieu. Le cinéma aurait toujours été mon si. Je suis encore passionné de cinéma, j'en écoute beaucoup. Et tous les gens qui viennent ici, que ce soit des réalisateurs, réalisatrices, scénaristes, acteurs, actrices, le métier me fascine encore. C'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Et aujourd'hui, je reçois un roi de l'écriture. Une personne que je ne connaissais pas encore. C'était ma toute première rencontre avec lui. Et je suis très content d'avoir discuté et peut-être en faire éventuellement un ami proche, qui sait. Et cette personne, c'est Éric K. Boulian. Fier natif de la région de Charlevoix, Éric K. Boulian quitte la campagne en 2002 pour étudier le cinéma. Suite à l'obtention de son baccalauréat en cinéma à l'UQAM, il écrit, entre autres, les courts-métrages Marshmallow et Petit Frère, sélectionnés à la 53e semaine de la critique de Cannes et projetés dans plus de 60 festivals internationaux. Conjointement à son travail d'auteur télé avec Les Pêcheurs, SNL Québec, Web Thérapie, Lourd, Gala Québec, Cinéma 2017, il a coécrit la suite du succès populaire de Père en flic, ainsi que le film Cendrillon de 2016, Prank, qui a été sélectionné à la 31e semaine de la critique de la Mostra de Venise et gagnant du prix Gilles Carle des rendez-vous du cinéma québécois en 2017. En 2019, 3 longs-métrages scénarisés par Éric K. Boulian ont pris l'affiche. Avant qu'on explose, nommé dans la catégorie meilleur scénario au Gala Québec Cinéma 2019, Menteur, coécrit avec Émile Gaudreault et Sébastien Ravary, qui a eu le billet d'or meilleur long-métrage prix Écran canadien, ainsi que Les Barbares de la Malbaie, coécrit avec Marc-André Rioux et Alexandre Auger. Dans les derniers mois, 2 autres longs-métrages qu'il a co-scénarisés sortent en salle. Faradar, dans lequel il tient aussi le rôle principal, et Viking. Il a aussi co-scénarisé l'adaptation du roman à succès Le Plongeur qui sortira en salle le 22 février 2023. Voici ma conversation avec Éric K. Boulian. Important détail pour l'épisode d'aujourd'hui, au tout début de l'épisode, moi et Éric Boulian, l'invité de la semaine, on discute d'une œuvre d'art qui est dans ma salle à dîner. Évidemment, vous pouvez pas la voir. Très difficile pour vous. Et on élabore un peu trop longtemps là-dessus, mais ça vaut la peine quand même de comprendre de quoi on parle. Alors, je vous invite à aller sur notre page Facebook à l'épisode. Vous allez voir, il y a un petit post pour l'épisode de Éric K. Boulian, dans lequel, si vous regardez dans les commentaires, il y aura cette œuvre d'art exposée en direct de ma salle à dîner. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est fantastique? À vous de le découvrir, mais vous allez comprendre les propos assez profonds et intéressants de notre conversation. Non. Oui. T'as ça dans ton sol? J'ai ça dans mon sous-sol, mais que je suis déménagé pour le laisser là. Oh non! Tu l'as pas ramené? Il était là depuis longtemps, puis on a fait comme ça appartient au sous-sol. OK. C'était dans le sous-sol de mes parents aussi. Mes parents, ils ont reçu ça en cadeau de mariage. Et c'est un étrange symbole. C'est le même peintre que j'arrive pas d'ailleurs à voir son nom, mais tu sais,
Perrault, je Ah, pense. c'est ça. Ouais, c'est comme ça ressemble à un soleil, ça pourrait ressembler à une partie du corps aussi. C'est la même affaire, hein. Ouais, et comme tu sais, un bouton que tu viens d'éclater ou... Je vais prendre la photo pour envoyer à ma blonde. prendre la parce que je photo. trouve ça drôle. Puis il en a fait plusieurs, exactement comme ça. C'était comme mais tu sais, c'est comme une période aussi, là, c'est dans les années fin 70-80, tu peux prendre les écouteurs. Fin 70-80, puis quand il faisait ça, ben, c'était en série. Tu sais, c'était en série, il faisait ça, puis il vendait. Puis un jour, j'en ai même trouvé un mini que j'ai acheté à ma soeur. C'était une blague, puis elle l'a chez elle. On l'a ici. C'est une étrangeté. Puis c'est comme ça me... En fait, c'est comme un rappel d'où je viens un peu, quelque part. Non, c'est bon. C'est comme un rappel d'où je viens. Mais puis c'est un Montréalais? T'as aucune idée. Hein? Aucune idée, c'est juste celui-là. Puis sais-tu qu'est-ce qui est la chose la plus drôle là, dans tout ça? C'est que moi, j'adore acheter des œuvres d'art, mais des belles. Puis je te montrerai ce que j'ai tantôt ici, là. Dans ma maison, j'ai des pas pires affaires. Mais ça, c'est pas laid non plus, c'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est comme ça... j'ai grandi avec cet objet-là dans ma maison. Ça, tu as donné une bonne place quand même. Ouais, j'ai donné une grosse place. Puis ça va un peu avec la peinture en arrière. Bref, écoute, t'es dans ma maison. Bienvenue. Puis... Ah, mais c'est drôle, là, parce que, tu sais, on déménageait l'autre fois, puis maintenant, on est comme... Tu sais, faudrait-tu l'amener? Ça vaut-tu de quoi? On sait pas du tout. Quand on a déménagé, il était là. Puis c'est ça, là, c'est un gros soleil un peu, puis t'es comme... C'est giga beau, là, mais tu sais, c'est drôle. Puis là, on a fait... Ouais. Ouais, non, on va le laisser là. On va le laisser pour les vous allez prochains. quitter la maison, vous allez laisser là. OK, Ouais. c'est bon, mais ça va sûrement marquer les chemins d'autres peut-être qu'ils vont familles. le colisser au chemin, en fait. Ça va littéralement marquer le chemin. Sais-tu qu'est-ce qui est encore plus drôle? On va faire un parallèle étrange. La table où est-ce qu'on est assis et qu'on parle en ce moment, les chaises, le bois qui est en dessous de cette nappe-là, c'est notre ami commun, Steph Lafleur, a grandi avec ce kit-là de maison. Puis la première fois qu'il est venu chez nous, et à chaque fois qu'il vient ici, il en vient pas. Il est à terre parce que dans sa tête, puis tu vois, c'est comme des objets que tu prends un jour pour acquis. Tu dis ah non, c'est juste moi qui l'ai cette version-là et à genre chaque cette fois nappe-là, ça... en dessous, Ouais, le en dessous. bois, le même bois, les chaises, tout ça, ouais. il dit c'est mon enfance, c'est mon adolescence, c'est pré-adulte. Il dit j'ai mangé tout là, tout s'est passé sur cette table. Puis il dit est chez vous, il dit ça me met à terre à chaque fois. Wow! Ouais, hey, regarde, je suis content de te voir pour multiples raisons. On s'est croisés quelques fois dans notre vie, mais on n'a jamais vraiment parlé. C'est vrai, on n'a jamais eu de grosse discussion. Non, puis Dieu sait qu'on a beaucoup les mêmes intérêts dans la vie, donc c'est quand même cool de se voir. Une drôle de question pour commencer, parce que je veux clarifier ça vite. Le K dans ton nom, il stand for what? Il stand pour Kamala. OK, c'est-à-dire? Kamala, qui est un lutteur de la WWF, qui est décédé récemment, d'ailleurs. Puis en fait, c'est un lutteur noir, donc c'est un peu de l'appropriation, mais bon, c'est pas moi qui me l'ai donné, ce surnom-là. C'est qui te l'a donné? C'est au secondaire. Mes amis, on avait un trip là, dans Charlevoix, on se donnait tous des surnoms, puis c'était la ronde des surnoms, puis... Parce que des fois, je vois ton nom, tu sais, j'ai lu pas mal sur toi, puis des fois, il est là le cas, des fois, il est pas là. Dépendamment des journalistes, je pense qu'il y a comme un travail un peu comme Philippe Brault, tu sais, il y a comme des fois, ils font des erreurs là-dessus. Donc, des fois, je le vois, des fois, je le vois pas. Parce que je me demandais si c'était une erreur journalistique ou c'était un choix personnel. Moi, j'étais un peu mélangé là-dessus. Ben, c'est ça, en fait, c'est que j'ai fini par le mettre dans mon nom d'artiste parce que tout le monde m'appelait Kamala. Là, genre, Tes chums t'appellent Kamala? En fait, c'est que, mettons, moi, je suis parti de Baie-Saint-Paul. Puis après ça, quand je suis allé à Québec, genre, j'ai des amis de Baie-Saint-Paul qui sont venus à Québec avec moi. Puis là, eux m'appelaient Kamala. Fait que les gens de Québec ont commencé à m'appeler Kamala aussi. Okay. Puis après ça, à Montréal, mais quand j'ai déménagé à Montréal, il y a des gens de Québec qui m'ont accompagné à Montréal, qui m'appelaient Kamala. Fait que tout le monde alentour m'appelait Kamala. Fait que, c'était vraiment un nom qui m'a suivi. Mais au départ, c'est parce que c'est un de mes meilleurs amis qui s'appelle Samuel qui m'est venu à la rescousse. On allait m'appeler Baquet parce que j'étais un peu enrobé. OK. Puis, ouais, tu sais, écoute, c'est tough. C'est correct. C'est correct. Puis, un moment donné, ils ont juste fait comme genre. Lui, il est arrivé, il a fait non, on va l'appeler Kamala, ça va être plus drôle. Parce qu'il lui écoutait la lutte. Puis, ça n'a aucun crise de lien. Tu sais, ça n'a pas rapport, mais ça m'a sauvé la vie. Même pas la lutte. Moi, j'écoutais pas tant la lutte. Je connaissais pas tant Kamala non plus. Non.
Puis le pauvre, c'est ça, c'est un lutteur qui a fini par pas toffer longtemps, puis il est devenu camionneur, il s'est fait amputer une jambe parce qu'il avait le diabète, puis récemment il est mort. Ouais, c'est un peu dark. C'est mieux que Baquet. C'est mieux que Baquet. C'est mieux que Baquet. Je me serais pas appelé Éric Baquet-Boulian. Ça aurait pas été mon nom d'artiste, mettons, pour être bien honnête. J'aime bien ton truc, ton parcours physique pour intégrer le cinéma. Premièrement, Baie-Saint-Paul, ensuite Québec, puis Montréal. C'est se rapprocher de centre en centre. Moi, je suis bien curieux de Baie-Saint-Paul. Parce que t'as quel âge? J'ai 37 ans. T'as 37, moi j'ai 42 bientôt. Mais ça nous met quand même dans une semi-même zone. Ouais, on n'est pas loin. Dans laquelle les clubs... Tu sais, moi je venais de Joliette, c'est pas loin de Montréal, mais c'est assez pour faire que le club vidéo est un lieu très important. Ouais. Baie-Saint-Paul, je connais pas assez le coin et encore moins historiquement pour savoir s'il y avait des places pour aller voir des vues. Ben, en fait, je dis souvent quand je viens de Baie-Saint-Paul, mais je viens de la Malbaie. Je suis né à la Malbaie. Okay. Mais j'ai beaucoup plus d'attachement vers Baie-Saint-Paul parce que c'est là que j'ai rencontré vraiment mes amis. J'étais arrivé là au primaire, fin du primaire. Juste avant le secondaire, j'ai fait tout mon secondaire à Baie-Saint-Paul. Fait que au final, je dis que je viens de Baie-Saint-Paul parce que c'est ça qui m'a formé, c'est là que j'ai. Yep. Mais bref, à la Malbaie, il y a un cinéma. Puis il y a le cinéma La Malbaie qui continue encore de rouler. Qui existe, wow. Oui, qui existe encore, qui est un très cool cinéma. Je suis retourné, je pense que pour Les Barbares de la Malbaie, on est allé le présenter là-bas. Puis tu sais, c'était vraiment touchant d'arriver dans cette salle-là. C'était-tu ton premier film à toi qui était présenté là? Il y avait eu Avant qu'on explose, mais j'avais pas eu l'occasion d'aller le voir. Là, c'était vraiment comme le cinéma organisé comme un Q&A. J'étais descendu avec Vincent, avec les 2 autres scénaristes. Je pense, on était comme une gang à y aller. C'était vraiment... Ça a été un cinéma où est-ce que... Puis ça, je l'ai dit une couple de fois, mais ma mère connaissait les propriétaires, ce qui fait que des fois, quand elle avait comme des soupers ou ben des trucs, parce que peu importe, là... souvent je me faisais garder au cinéma en fait. C'était vraiment comme ma mère me droppait là, j'allais voir des films que je devrais pas voir mettons là, puis ouais c'est ça. Fait que très jeune j'étais dans le cinéma souvent à voir des films, puis nécessairement ça m'a imprégné. Puis après à Baie-Saint-Paul ben il y avait pas beaucoup de clubs vidéo, mais il y en avait un qui s'appelait l'Univers du vidéo, donc j'aurais toujours rêvé de travailler là, mais j'étais trop jeune. Puis ça a fermé, puis après ça, il y avait juste comme une petite boutique où il y avait des films, mais il n'y avait pas une grande sélection. Il a vraiment fallu que first, il y a eu quelqu'un qui était super important dans ma vie, un mentor qui était mon moniteur au terrain de jeu qui s'appelle Simon Drouin, qui malheureusement est décédé il y a peu de temps, qui était dans l'orchestre de mon orchestre. OK, ah oui, ben oui. OK, ouais, c'est lui. Oui, okay. Tout à fait. Ça a vraiment été une grosse, quelqu'un de vraiment important dans mon parcours. Toi, évidemment. Plus vieux que moi, mais c'était mon moniteur. Puis lui, il a senti chez moi qu'il y avait comme une ouverture à l'art, là, que j'étais vraiment comme... Je m'intéressais au cinéma, puis ça, fait que c'est le premier à m'avoir donné des cassettes avec des films, d'auteurs, mettons, là, que des films que j'écoutais pas vraiment. J'avais parlé une année de Pulp Fiction qui m'avait vraiment marqué, puis il a fait « OK, mais je vais te montrer des affaires qui peuvent, wow. t'intéresser. » Puis c'était genre du Kieslowski, il y avait genre du Kusturica, il y avait Bertolucci. Il m'a vraiment comme amené des gros classiques que j'ai écoutés, puis j'étais comme « What the fuck, Simon, t'es donc ben weird de me montrer ça. » Mais encore là, ça reste, à cet âge-là, t'es un peu une éponge. Fait que c'est ça qui... Puis après ça... Avec mes amis, on a commencé à avoir comme un genre de ciné-club qu'on se commandait des films genre à la boîte noire. On avait comme le gros cahier le guide de la boîte noire. Ah, je savais même pas que ça existait. Ouais, avec la boîte noire à chaque année faisait comme une espèce de... oui, ça, un gros guide épais. Le guide, oui. Puis là, t'allais à travers ça, puis là, tu spotais. Ben, exact, on passait à travers ça, puis on les commandait, on recevait des VHS par la poste. Je me rappelle de Blue Velvet, je me rappelle de coupe de même. Fait que c'est vraiment comme la curiosité qui a fait comme hey, je veux voir d'autres choses. Mais c'est pas pire ce que tu dis tantôt quand je pense que la phrase c'est des films que j'étais pas supposé de voir. Non, mais c'est toujours ça. Ouais, mais c'est pas nécessairement des bons films, mais tu sais, non, c'est des films que t'es pas supposé de voir, c'est des films qui te confrontent, des films qui confrontent tes valeurs, les films soit
par l'histoire, soit par le choix de mots, le choix de vocabulaire que tu fais. Je suis pas supposé dans ça. Tu sais, mes filles regardaient tantôt un Adam Sandler. Ils regardaient, ouais, ben, tu sais, mes filles, en tout cas. Lesquelles? Big Daddy. Ah, oui, Tu sais, on regardait Big Daddy, puis j'ai dit, ça va être amusant, c'est l'histoire d'un petit garçon, il a l'âge de ma plus jeune. J'ai dit, voilà, c'est drôle, puis il doit s'occuper de l'enfant, il sait pas s'occuper d'un enfant. Mais bon. Puis là, tu sais, il y a le mot cul là-dedans. Nous, c'est un mot qu'on préfère pas dire. Encore. Dites fofone. Fofone, voilà, ou fesse. Mais, puis là, les filles sont comme, wow. Puis là, ils disent, ma plus grande, elle disait, ça fait, j'ai calculé, ça fait 4 fois qu'ils le disent. Je fais, ok, elle dit donc, ouais, c'est tu sais, c'est de comprendre, ok, dans les adultes, il y a des. En tout cas, il y a des valeurs de la vie que tu comprends à travers le cinéma, tu sais. Mais tu sais, au cinéma, mettons, j'ai vu Les Lavigueurs déménagent, là. Moi aussi. Mais tu sais, j'étais trop jeune, là. J'étais vraiment comme. Mais c'est flyé, oui, c'est fucking flyé. Puis tu sais, j'étais comme. Je vois des seins sur grand écran, c'est comme, j'étais pas supposé voir ça. Non, je sais. Puis mon père aussi avait comme une. Ben, en fait, sa blonde, parce que mes parents se sont séparés quand j'avais 3 ans, mais puis mon père a une blonde après, quand même assez. Pas longtemps après, puis il enregistrait beaucoup de films à super écran sur des cassettes, tu sais. Ah oui, c'était cool, ça. Mais mettons Basic Instinct, je l'ai trop vu, ce film-là, pour l'âge que j'avais. Ça avait aucune crise de... Ben, c'était en quoi? C'est sorti en 91, Basic Instinct? 91, 92? Près, ouais. Ben, j'avais 7 ans, 7-8 ans, tu sais. C'est parce qu'il passait à super écran, fait que peut-être 2 ans après qu'il est sorti. Très jeune. Beaucoup trop jeune, tu sais. Mais je m'en souviens, ce film-là, je le connais par cœur, mais encore là, tu vois ça jeune, t'es comme... Quelques années plus tard, t'as vu Showgirls. C'est ça, mais tu sais, oui, t'as tout l'aspect genre je vois des seins trop jeunes, mais il y a aussi l'aspect c'est violent. Mais après ça aussi, ça reste une forme de cinéma qui... Tu sais, moi, j'étais un immense fan de Verhoeven. Fait que c'était comme tu t'es exposé quand même à de la mise en scène de grand niveau. Tu sais, déjà que t'es comme, hey, c'est pas une façon de filmer que je vois souvent, mettons. Tu sais, puis... Ah non, absolument. Tu vois, mettons, mes filles, on va au cinéma presque une fois semaine. Presque. Puis, évidemment, il y a tout le concept du désir, le désir de l'affiche. Tu sais, quand tu rentres, il y a des affiches, puis on regarde les affiches. Puis là, mes filles sont obsédées avec le nouveau film d'horreur. Le film d'horreur de Père Noël. OK, non. De Père Noël. Violent Night. Violent Night, c'est ça. Puis là, tu vois, je parlais aujourd'hui justement avec mon ami, tu le connais, Georges Privet. Puis là, je disais, hey, l'as-tu vu? Il dit, ouais, je l'ai vu. Pour mes filles, j'ai dit, c'est 13 ans et plus, la compagnie ont le droit, il fait, il dit, attends un peu. Mais puis on a regardé, les filles ont vu la bande-annonce 10 fois, puis ils trouvent ça malade. Un Père Noël vengeur qui s'occupe de méchants. C'est tellement J'ai l'impression qu'on est lousse quand même ici, tu sais, comparativement aux États-Unis sur justement le rating. Là. Tu sais, tu peux avoir des enfants de 13 ans et plus que même je suis comme, c'est quand même harsh, là, tu sais, même si t'as le droit d'y aller avec un. Tu sais, j'étais comme, what the fuck, aux États-Unis, le rated hard, tu sais, ça veut dire c'est quand même plus tough, là, tu sais, d'amener des kids pour ces affaires. Mais l'évolution aussi, tu sais, moi, Natural Born Killer, je m'en souviens encore, j'ai essayé de rentrer au cinéma Joliette. C'était 18 ans et plus. C'était 18, j'ai pas réussi, j'avais pas. Non. Puis le film était sold out. La salle était pleine, tu sais, à Joliette. Là. Bon, tu fais pas faker de rentrer, prendre un ticket pour un autre film. Puis ça, je l'avais fait pour Pulp Fiction à l'époque. En après-midi, j'ai pris un ticket pour un film qui était 16 ans et plus. Qui était 16 ans et plus. J'avais 14, j'ai réussi à sneaker. Mais le Natural Born Killer, aujourd'hui, il est 13 ans et plus. Ah ouais, hein? Ils ont revu la cote. Au Québec, c'est 13 ans et plus. Ça veut dire que théoriquement, je pourrais l'écouter avec mes enfants. Théoriquement. Et t'as envie de le faire. J'imagine que ça te brûle en dedans. Non, c'est pas si hot que ça, ce film-là. Les filles. C'est correct, ce film. C'est pas si... moi, j'étais un fan de Natural Born Killer. Non, c'est bon, mais à ce moment, on l'écoute ensemble, on va faire... Non, peut-être mais pas. Je pense que c'est un film à voir quand t'es jeune, justement, à la limite. Là. Il y a quelque chose de... Tu sais, je pense que tu le vois aujourd'hui, c'est comme too much. Là. Le couple est hot, l'espèce de petit trip de drogue qui font psychédélique. Rodney qui est là-dedans, tu sais, Dangerfield. Tu sais, il y a une couple... Non, c'est quand tu regardes ça jeune, t'es comme, est-ce que c'est fucké? Justement, la scène avec Rodney Dangerfield, que c'est tourné comme un sitcom, là, ça que c'est pas comme... de bon sens. Il dit des enfants, t'as la foule qui applaudit en arrière. Ah non, ça c'est le fun. On s'égare, j'aime ça. Évidemment. C'est un podcast, c'est pas ça le concept. C'est ça le concept. C'est qu'on a intéressant. Bref, t'as le droit d'aller dans les salles de cinéma jeunes, commander des films à la boîte noire. Premier gros centre urbain où est-ce que justement t'as accès à plus de salles, c'est Québec. Ouais.
OK. Donc, tu arrives à Québec pour étudier, mais faire un deck. Il n'existait pas encore, des trucs comme ça, un deck en cinéma. Ça existait dans ton temps? Oui, c'était à Garneau, en fait. Il y avait un deck en art et lettres, profil cinéma à Garneau. OK. Puis je savais pas qu'on pouvait étudier en cinéma. J'étais vraiment j'étais à l'école secondaire, puis maintenant, il y avait une visite des cégeps. OK. Puis j'étais voir comme l'espèce de stand du cégep Garneau, puis j'ai vu qu'il y avait un programme en cinéma. Puis j'étais comme, what the fuck, on peut étudier en cinéma? Puis tu sais, genre, ils ont fait, ben oui, puis puis tu sais, à partir de ce moment-là, c'était comme clair et net que je m'en allais voir ça, là. Puis c'était au début de mon secondaire 5, là, parce que je sais pas, j'imagine qu'ils recrutent tôt. Ouais. Je me suis calissé de toutes mes matières pour le reste de l'année, là. J'étais juste comme, tu sais, j'avais pris chimie, physique, toutes ces affaires-là, puis j'étais comme, j'ai pas besoin, je m'en vais en cinéma. Puis j'étais juste obsédé. C'était fini, là. Mais c'était comme, genre, puis mes profs, c'était comme, Eric, tu sais, tu pourrais te forcer, t'es un petit gars brillant, tu sais. Si jamais, j'étais comme, non, je m'en vais en arrière de profil cinéma, tu sais. Il s'en crisse de ma note, là, tu sais, je veux juste avoir 60, je veux juste faire des films, je veux juste lâcher moi, tu sais, puis j'étais quand même smart avec eux autres, mais ça a été clair tout de suite, j'ai fait, ok, je m'en vais là, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. J'étais arrivé à Québec, j'ai viré complètement fou, là, tu sais, déjà juste avoir accès à des films que j'avais jamais vus, mettons, tu sais, j'étais pas obligé de les commander à Bois-Noir, je pouvais juste aller dans un club vidéo qui avait de l'allure, puis ma tante à Notre-Dame-des-Monts avait comme des séjours, des piles de séjours qu'elle était abonnée. Puis dans ce temps-là, t'avais comme une promotion que tu ramassais 7 tickets de Vidéotron. Puis tu pouvais comme avoir 7 films gratuits pour 7 jours. Mais tu sais, elle avait comme des piles et des piles de 7 jours. Fait que tu sais, comme j'ai utilisé ça, mettons, genre 4-5 fois, là. Fait que tu sais, j'allais là, la semaine d'après, j'allais chez ma tante, je revenais, je découpais des affaires, j'étais devenu fou, puis tu sais, j'ai comme consommé des films, tu sais, je me rappelle de Goodfellas, je me rappelle de toutes les Coppola, tu sais, mané, j'étais juste comme, j'allais dans une section. Non, mais attention, c'est parce que ces clubs-là, Vidéotron, c'était pas pire, man. Ben, celui à Québec, pour vrai, il avait bien de l'allure, là, puis à Montréal, puis à Joliette. Oui, ben, celui à Montréal, il était fou, là, mais celui de Joliette était incroyable. Moi, Joliette, il y a un été, je me rappellerai encore, mes 15 ans, c'était l'été Woody Allen. Il y avait une section, Woody Allen en VHS. Pas moi, puis là, l'été, c'était moins cher, les films, je sais pas pourquoi. Mais c'était l'été que j'ai fait, bon, ben, on va passer à travers. Bon, c'était un film par jour, puis j'y allais, puis c'était, man. Ouais, c'était des bons vidéos, là, tu sais, puis... Ouais. Fait que, ouais, Québec, ça a été comme tellement juste marquant à fond, là, dans mes belles années. Combien d'années, là? 2 ans. Vraiment, vraiment le temps du deck. Le temps du deck en cinéma. C'est là que j'ai fait, pour vrai, j'ai rencontré plein de collaborateurs qui sont encore des gens qui je travaille. Vincent Biron? Vincent, non, ça c'est plus tard. Plus tard? Là-bas, j'ai rencontré Jean-Sébastien Baudouin-Gagnon, déjà, qu'on a fait des films ensemble, qui produit des films, qui produit mon dernier court-métrage que j'ai fait, qui est preneur de son sur des projets que j'ai écrits. Rémi Saint-Michel, j'ai rencontré là-bas. Marc-Antoine Rioux. Jean-François Leblanc. Ouais, Jean-François Leblanc, David Ricard, tu sais, un ami qui s'appelle Léo, avec qui je faisais beaucoup de films avant, puis qu'après ça, lui, tu sais, il étudie en psychologie. Mais oui, tout à fait. Mais tu sais, il y a une grosse gang que, tu sais, mes premiers films, c'était tout avec eux autres, même à Montréal, tu sais, c'est vraiment, le cégep a été bien plus marquant que mon université, mettons. Ah ouais, à ce point-là? Ça n'a même pas de... En termes de créativité, en termes d'idées, Ouais, il y a quelque chose de... Tu sais, on dirait que la base, je l'ai vraiment pris toute là, puis je trouvais que le personnel, il y avait une proximité, genre, puis des fois, je regarde la star, puis je me demande s'il y a encore ça, tu sais, c'est pas correct, là, entre guillemets, mais tu sais, souvent, le soir, après les cours, tu sais, on restait là, on prenait une bière avec les profs, fumait des joints avec les profs là-bas. Non, en tant que professeur, ça n'existe plus, ça. Ben, oui, mais c'était malade, ça, dans le sens que... Ça arrivera plus. Mais j'ai bien plus appris là, tu sais, puis dans des discussions vraiment honnêtes de genre, il me parlait d'affaires, tu sais, puis de films que je devrais voir, puis on se parlait vraiment, puis des fois, tu t'en permets plus, puis des conseils qu'ils te donnent, tu sais, puis j'ai vraiment, tu sais, le côté humain, puis genre de mentor là-bas, ça a été super. Puis on dirait que d'arriver après ça à l'université, puis nous autres, c'était l'UQAM, dans ce temps-là, c'était communication. Ouais, ben il y a eu un switch, là, le programme a évolué. Là, mais avant, tu faisais un tronc commun de communication, vraiment les théories, là, Marshall McLuhan, puis tout ça. Puis t'avais comme des cours avec genre 100-150 personnes, puis j'ai trouvé ça comme... on dirait que je me suis pas reconnu là-dedans, j'ai comme pogné un down, j'ai bu beaucoup, j'ai fait les jeux de la com. Puis je suis sorti de l'université en faisant comme « What the fuck que je vais faire avec ma vie? »
Cela dit, j'ai rencontré ma blonde à l'université, fait que ça, c'était, au moins, ça, c'est C'est quand même un fait marquant. oui, ça, c'est important. Ça, c'est très important parce que je suis encore avec elle. Mais oui, mais ça, c'est, tu sais, mon université a servi à ça, puis des amis, évidemment, là, tu sais, des collègues que j'ai rencontrés là-bas, mais pour vrai, ouais, le cégep, ça a été comme vraiment marquant. Mais t'as raison, ces espèces de moments qu'on connecte après avec profs. Tout enseigne au conservatoire? J'enseigne à McGill, à l'université McGill, puis j'enseigne à l'UQAM aussi. Ah oui, ok. J'enseigne, je suis chargé de cours de place, et les deux endroits sont formidables. Ouais. C'est juste que... hey boy, comment elle est là? Disons qu'avec le mouvement MeToo, un paquet de raisons, puis et aussi pour des profs qui ont dans ces histoires que tu racontes là, il y a des profs qui ont abusé. Mais évidemment, mais je comprends pourquoi tu peux plus le faire. Oui, moi je le fais d'une façon... J'essaie de le faire d'une façon polie, réservée, mais en même temps assez honnête. J'essaie quand même de garder ça, parce que moi, dans la vie, j'ai eu le droit d'avoir le meilleur mentor du monde. Puis j'ai eu le droit à ces années-là où est-ce que mon mentor, qui était mon prof, qui était mon maître, celui qui m'a montré comment jouer de la musique. On se parle presque à tous les jours au téléphone. On est encore on est des grands. Aujourd'hui, je le considère comme un ami important, même s'il est plus âgé que moi. Là, on a quand même 20 ans de différence. Mais on a eu une super connexion. Puis ça l'a développé. Tu sais, je veux dire, il a été marquant. Aujourd'hui, je suis musicien, c'est à cause de lui. Puis point final. Donc moi, j'ai le droit de goûter à ça, cette espèce d'échange super honnête. Puis je pense que les jeunes aujourd'hui vont, hélas, moins avoir le droit à ça. Ouais. Puis en souhaitant qu'un jour, dans un respect, ça va revenir. Je le souhaite. Ouais, mais honnêtement, je le souhaite. Oui, tout à fait. Je pense que c'est ça. Évidemment, je comprends qu'en ce moment, on est encore un peu en train de figure out comment l'école de société un peu. Oui, mais t'as raison que peut-être ça peut revenir, mais... Ouais. D'une façon du moins ultra honnête, puis les abus de pouvoir, non. Écoute, il y en a tellement eu. C'est ça le problème. Ouais. Après ça, c'est le privilège, j'imagine, d'avoir été un homme blanc. Puis, tu sais, je veux dire, je me suis jamais senti menacé. Mais après ça, je ne doute même pas comment il y a pu avoir des abus. Fait évidemment. En plus, on en lit tous les jours dans les nouvelles, puis tu le vois très bien. Puis, puis je le vois parce que moi, tu sais, à chaque année, à la fin de session, j'essaie toujours parce qu'on a, dans mon studio, on a une accompagnatrice qui joue du piano, une dame. On fait un souper à la fin. On va souper au restaurant, tout le monde, mais elle vient avec moi, tu sais, parce que puis on fait ça règle, mais c'est toujours le moment où est-ce que tout le monde, tu sais, quand tu dis blew off steam, là, puis tout le monde parle, puis il y a comme des échanges super enflammés, puis le fun, c'est toujours le fun, tu sais. C'est ça qui est cool, de se libérer justement du dogme, si on peut dire, tu sais, d'être spontané, tu sais. Mais je disais justement, tu sais, que mes profs étaient super honnêtes avec nous autres, mais tu sais, vice-versa, là, dans le sens qu'on disait des affaires à nos profs qu'on n'aurait peut-être pas pu se permettre de genre, quand ça devient pratiquement des amis, tu sais, entre guillemets, tu sais, puis qu'à un moment donné, t'as vraiment une relation qui s'installe, tu sais, à un moment donné, tu peux parler de toi, comment tu vois ça, puis les confronter, puis ça devient super nourrissant de voir c'est quoi le feedback que tu reçois de ça. Mais regarde, pour te dire, moi, un prof, puis aujourd'hui, on ferait jamais une affaire de même. Moi, un secondaire 2, prof de physique, Stéphane Allard, je sais même pas s'il est vivant, je sais pas il est où, mais lui, c'est le prof le plus important de tout mon secondaire. C'est mon prof de physique. Pourquoi? Parce que j'arrivais le matin... Les lundis matin, il y avait un cours, puis là, je croisais des fois au cinéma. Tu sais, puis il était avec sa blonde. Puis là, à un moment donné, je l'avais vu, il avait rentré, puis je reviens à Woody Allen, il était allé voir Bullets Over Broadway. Puis là, j'avais fait... puis moi, j'étais à voir une comédie niaiseuse, puis j'avais dit... le lendemain, je lui ai dit, hey, je t'ai vu rentrer dans la salle. C'était comment? Il dit, hey, Frédéric, c'était formidable, ça, là. Faut que tu vois ça. Ah ouais. Je suis allé. La semaine après, j'ai fait, hey, je l'ai vu. Puis la semaine qui a suivi après, il m'était avec un paquet de films, un répertoire en VHS. C'est cool, ça. Mais tu sais, ton prof de physique en secondaire 2, c'est ça. On ferait plus ça aujourd'hui, là. Non, on ferait plus ça, mais... ça pourrait avoir l'air louche. Mais c'est correct. Mais là, donc, t'as été venu, t'as fait un bac. Après ça, j'ai déménagé à Montréal. J'ai fait un bac qui m'a pris 4 ans parce que ma dernière année, j'allais même plus à mes cours, là. Je coulais. Pour vrai? J'avais des examens puis j'y allais pas. T'avais des échecs puis tout, là? J'avais des échecs, tu sais. Probablement que s'il y avait eu comme un least likely to succeed, là, mettons, à ce moment-là. Mais tu l'as complété, ton bac? Je l'ai complété. Oui, mais ça m'a juste pris 4 ans au lieu de 3. En fait. C'est juste que j'ai vraiment niaisé, puis après ça, j'allais me chercher des crédits, puis à un moment donné, mais tu sais, j'ai vraiment eu une passe un peu rough, je me cherchais, puis mais évidemment, tu sais, puis
C'est même là que j'ai comme commencé genre de la thérapie, tu sais, maintenant j'étais juste comme... Ah ouais, t'as commencé une thérapie? Ben, genre, à l'université, genre, c'était comme... Maintenant, j'ai vraiment senti à l'université que j'étais comme grosse, tu sais, crise d'anxiété pis tout ça, pis j'étais comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? T'as commencé jeune, en plus. Ben, ouais, même plus jeune avant ça, mais au départ, c'était comme la dope qui avait comme... C'était comme le weed qui faisait comme qui déclenchait des crises d'anxiété, mais maintenant, quand t'en as pis tu fumes pas... Tu sais, comme quand j'avais 18-19 ans, j'étais à l'université, c'était battu. J'étais comme, fuck, j'étais en train de virer fou. OK. Puis, tu sais, à l'université, il y avait comme un service, puis tu vas avoir un psy, tu sais. Puis, j'étais là-bas, puis j'étais qui comme. Existe encore. Puis, j'étais comme, je sais même pas pourquoi ça m'arrive, tu sais. Je suis comme, fuck, tu sais, pourquoi là, en ce moment, je commence à avoir des tu sais, puis je me questionnais, c'est quoi la réalité, tu sais. J'étais comme dans Matrice quasiment, puis il est comme, ben, Eric, tu sais. Tu t'en vas sur le marché du travail dans pas long, en ce moment tu t'es un peu perdu, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est comme totalement normal que tout ça est en train d'arriver. Puis j'étais comme pas bête. Puis ça a vraiment juste comme après l'université, je me suis un peu calmé, puis j'ai fait OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Puis qu'est-ce que t'as fait, man? J'ai écrit. J'ai avec les amis, on a décidé de faire hey, il n'y a plus personne pour nous pousser à faire des films parce qu'on n'est plus à l'école, il n'y a plus de prof qui va nous donner des notes. Fait que si on veut faire ça, faut le faire par nous-mêmes. Puis moi, j'ai fait hey, je vais essayer de m'enfermer un peu. Puis des fois, j'allais dans ma chambre, j'écrivais des courts-métrages. Tu sais, je n'avais pas fait beaucoup. Puis je faisais lire à mes amis. On pourrait tourner ça cet été avec nos moyens. Eux lisaient ça. T'es comme c'est pas pire ce que t'écris. Tu sais, puis no shit, j'en écrivais. Un moment donné, je m'enfermais dans la chambre, j'en écrivais plein de courts-métrages. Juste des cours. Des cours. Au début. Ouais. J'ai commencé des courts-métrages. Que, tu sais, il y en a qui se sont faites, il y en a qui se sont pas faites, puis vraiment, ça, c'est là que maintenant j'ai fait. Je pense que ça, c'est un filon. Il y en a pas beaucoup qui font ça au Québec. Beaucoup qui font de l'humour. Moi, j'étais comme un peu déjà en comédie à ce moment-là. Puis j'ai fait, OK, mais essayez ça, voir. Puis, tu sais, mes premières gigs, ça a été genre rencontrer du monde en faisant des petits festivals avec des petits films qu'on avait fait avec Rémi, avec Jean C, justement. Ouais, puis t'as eu une run quand même pas mal. Mettons, si je vois apparemment Marshmallow. Ouais, Petit Frère, c'est ça. Ben, Petit Frère, ça, c'est pas mal après. C'est pas mal après, mais tu sais, c'est à travers les cours. T'as fait une route qu'on connaît, qui est relativement traditionnelle, qui est celle des courts-métrages. Ouais. Pour faire un certain nom, gagner une certaine notoriété. Ouais. Pour éventuellement rêver au long métrage. Ben oui puis non, c'est dans le sens que j'ai comme... C'est ça que j'en parlais récemment, puis il y a quelque chose que je trouve drôle dans mon parcours, c'est que, tu sais, j'ai comme eu accès avec, mettons, mon cinéma plus populaire que j'ai fait, là, tu sais, avec Émile Godreau, Le Père en flic 2, puis Menteur, ça, c'est venu après ça de ma participation en télé, pour vrai. C'est vraiment parce que j'ai fait... SNL? Exact. Okay. C'est vraiment Émile Godreau qui avait regardé SNL Québec, il avait trouvé ça drôle, il avait demandé à José Vallée, genre, hey, c'est qui les auteurs là-dessus? C'est sérieux? Ouais, c'est comme qui tu nous suggérerais, parce qu'il voulait écrire des jokes pour la version française, la version en France de Père en flic. Puis j'ai été travailler avec lui, on a proposé des jokes, ça a vibé, on s'est bien entendu. C'est une drôle de question, mais à date, là je parle pas télé, je parle parce que Les Pêcheurs, je sais que c'est un gros succès, SNL aussi. En termes de cinéma, est-ce que c'est ta collabo avec Émile, c'est-tu le plus gros succès box-office? Ben oui. À date, ouais. Facile. Facile. Genre des kilomètres. Mettons, t'as tous les autres films, puis t'as les deux films à Émile qui ont fait... Ben, De Père en flic 2 a fait 7 millions au box-office. C'est insane. Puis Menteur a fait 6.5. C'est tellement insane. Ça n'a pas d'allure. Parce que quand on regarde maintenant, ben oui. C'est... Tu sais, quelqu'un, c'est... Justement, est-ce que là, je parle beaucoup je vais citer Georges parce que j'ai passé... Salut Georges. J'ai passé 2 heures avec lui aujourd'hui à manger puis prendre un café. Mais tu sais, on parlait de box-office puis il disait à quel point... Lui, il analysait un peu ces chefs-là puis il disait aux États-Unis comme les films des Oscars qui sont sortis, tu sais, Tar, qui risque d'être là, Triangle of Sadness, tout ça. Des bons films. Il disait que je pense que dans les box-office aux États-Unis, ça dépasse pas le 10 ou 15 millions, ces films-là. Mais c'est même le dernier Spielberg. Le Spielberg, je pense qu'il va probablement avoir le meilleur. Ça va être 20 millions. Ça n'a pas d'allure. On parle quand même de Spielberg. C'est complètement déprimant. Tellement cher. C'est fucking déprimant. En plus, un asti de film de malade. L'as-tu vu? Ouais, j'ai capoté. C'est fou? J'ai pleuré tout le long. Ah, ça doit, hein? Ah, man, j'ai tellement hâte de le voir. Ouais, non, je veux pas trop faire de hype. Non, mais il se passe des affaires dans ce film-là. Mais bref, c'est ça, mais fait tu sais, c'est vraiment de la télé, ça m'a amené à faire des films avec Émile. Puis tout le pan un peu plus comme cinéma qui est plus,
en tout cas plus personnel, mes projets à moi. Mais ça, oui, ça vient du court-métrage. Puis ça a été beaucoup, genre, qu'on a fait des courts-métrages, on les envoyait au début, ils marchaient pas tant que ça. Puis on en a fait beaucoup, là, tu sais, personne connaît, là, mettons. Ils sont dans ta collection, sont même pas... Champion comme Balloon, c'est un film de baseball qu'on a fait avec Jean C, personne n'a vu ça. Un film qu'on a fait qui s'appelle Fireman aussi, que j'ai fait avec Jean C, personne n'a vu ça. Ils sont chez vous? Ils sont chez nous. Il y en a dans le disque dur. Jean C les a un peu retapés toutes, puis il a fait Vous voulez pas les relancer? On les a mis sur YouTube. Ah, on peut les regarder? Ouais, ça se fait, je pense. Mais je sais pas s'ils sont ouverts au public ou ben, je sais pas. Le monde peut m'écrire, mais je sais pas si c'est si intéressant, mais c'est ça. Puis à un moment donné, ben, t'en as un qui marche, puis nous autres, ça a été Petit Frère. Puis le Petit Frère a ouvert la voie pour que... Tu sais, puis c'est ça que je me trouve privilégié dans ce que je fais, c'est que t'as tout le pan cinéma commercial, cinéma qui fonctionne, que je peux faire. Puis après, c'est un peu comme... Hey Chris, je suis pas Soderbergh, là, mais tu sais, il y a quand même ça dans sa filmographie, il y a ses films un petit peu plus genre wacky, pis t'as son cinéma qui est plus grand public, puis je trouve ça le fun de pouvoir jouer dans les deux tales, mais les deux viennent de deux chemins quand même un peu différents. Sa télé aussi, qui a commencé à taponner un peu, ben lui, il est complètement fascinant. Là. L'avais-tu écouté l'espèce de série? Attends, c'est quoi son nom? Celle dans les truc sur Liberace? Non, non, ça c'est pas pire, ça. Le truc sur Nick. Ah oui, non, je l'ai pas vu, mais il paraît que c'est malade. Ouais. Mais la photo, tout ça, pas de maudit bon sens. Ça, c'est une des bonnes. Mais oui, non, mais donc, c'est cool, justement, comme tu dis dans le parcours, mais c'est drôle que ça soit la télé, finalement. Ouais. Parce que tu t'es mis à être writer pour écrire des jokes sur SNL. T'as écrit pour les pêcheurs. T'as écrit des blagues. Écoute, je me souviens encore une fois, il y a plusieurs années, on était amis, Facebook. Je vois une photo passer, je t'ai vu avec un micro faire du stand-up. Puis là, tu disais, ouais, c'est ma première fois, puis j'étais comme, God. Puis là, man, t'as fait du stand-up, t'as essayé ça? Ben, c'est Francis William Réaume qui faisait un truc qui s'appelait pas la fabrique. Cela dit, tu l'as fait. En tout cas. T'es monté. Je suis monté, j'ai fait ça a été une des pires expériences de ma vie. Ah, mais en tout cas, sur photo, ça va l'air fantastique. Non, mais t'avais l'air confiant. En termes d'anxiété, là, tu sais, j'ai pas dormi, genre, pis... T'as fait quoi, 5, 10? C'était quoi? 10, non, 5. Non, c'était un 5. Mais peut-être un 5, 6. Je sais pas trop, là, mais... C'était... Je veux pas... J'ai tellement de respect pour ceux qui font ça. C'est insane, là. Tu sais, t'es là, t'as juste ton micro, t'as ce que t'as à dire, pis je shakeais, j'étais pas à l'aise, pis... Je faisais ça en plus parce que je me pratiquais pour un film de Nicolas Krief, mon ami, qui voulait faire un film de stand-up, il voulait que je joue dedans, puis il voulait que je me pratique un peu, puis évidemment, j'ai juste fait une fois, puis le film s'est pas fait, puis tu sais, je suis sorti de scène, puis c'était comme un poids immense qui est tombé, puis j'étais comme, plus jamais. Sais-tu quoi? Et là, je vais donner mon interprétation, parce que moi, je te connaissais pas. J'ai vu ça, j'ai fait... OK, c'est-tu le scénariste qui rêve d'être humoriste? J'ai pensé ça pendant un petit bout. Puis je l'ai encore plus pensé en voyant tout ce que tu as fait après. Je me suis dit, mais il est super drôle. Mais finalement, il a trouvé sa niche qui est l'écriture plutôt que d'être sa scène. Mais il aimerait ça être sa scène. Écoute, pendant longtemps, j'ai pensé que tu voulais être sa scène tout le temps. Ben, tu sais, ça m'est arrivé dans l'esprit un peu. Il y a quelque chose au Québec, le rapport à l'humour est tellement comme particulier. Dans le sens, les rockstars, c'est les humoristes. Mais en même temps, j'ai un rapport un peu conflictuel avec toute cette... fait pourquoi? Attends, il est où ton conflit? Je trouve que... Ben, cette aventure, c'est des terrains glissants. Ouais, regarde, attends, c'est glissant, on va aller doucement. Okay? Tout doux. Je trouve que des fois, on oublie un peu à quoi l'essence de l'humour, là, tu sais. T'as le sens de l'humour, mais t'as l'essence de l'humour aussi. Puis il y a quelque chose de... Je trouve qu'on se prend énormément... Le milieu de l'humour se prend énormément au sérieux. Oh non, attention. Dégueulasse. Mais moi, j'utilise mes mots directs. Toi, tu vas pas doucement. Je mens. Oh man, je fais un contre-effet. Ça se prend au sérieux. Ça se prend au sérieux, puis ça s'autocritique, ça se lance des balles. Moi, je suis comme, guys, c'est de la blague, là. On arrête. Puis, en même temps, c'est correct. Je comprends. Tout le monde a son ego, là. Mais c'est de la blague, mais c'est que moi, je le lève au rang. Tu sais, pour moi, la blague est tellement importante. Puis la blague sert à rire de toute cette calice de système-là. Quand je vois les Olivier, puis que le monde arrive, puis font des beaux discours, là, puis qu'ils pleurent, t'es comme, non, tu serais supposé faire des jokes sur ce type, parce que pour moi, l'humour sert à ça. L'humour, c'est, tu sais, ça vient, t'es le fou du roi, t'es supposé être le seul qui peut rire d'une espèce d'establishment, puis à un moment donné, je suis comme,
toutes les voir avec la grosse tête, puis tu sais, comme c'est tough de leur faire des jokes. Tu sais, même récemment, Mariana Mazza qui revenait sur Sugar Sammy, qui avait fait des jokes sur elle. Oui, C'était c'est quoi ça? C'était comme, t'es qui pour faire des jokes sur moi? Mais puis maintenant, je suis comme, ben, tu sais, à la limite, personne n'a besoin d'être personne pour faire des jokes sur quelqu'un, parce que c'est ça qui est malade, là, tu sais, c'est personne ça n'aura à justifier tout ça. Surtout, encore plus quand c'est dans le milieu. Ouais. Mais, fait tu sais, il y a quelque chose de j'aime l'humour, je le respecte, je respecte les gens qui font ça parce que calisse que c'est pas facile, puis il y en a des humoristes qui me font rire, tu sais, je respecte leur craft en fait, puis le temps qu'ils mettent là-dessus, ça je le respecte, mais des fois je vois ça puis je suis comme tabarnak que cette industrie-là se prend au sérieux, puis ça me déçoit en fait. Je trouve ça juste décevant, je trouve ça pas, c'est pas genre c'est des clowns, ils devraient, c'est même pas ça, c'est que l'humour est tellement important, tu sais, justement pour désamorcer toutes ces astuces d'affaires-là. C'est drôle, hein? Voilà. Puis c'est de rester... C'est de rester un peu... justement, tu sais, être glissant, dangereux. Toutes ces affaires-là, les gens qui vont s'auto-critiquer, puis là, ils vont dire... tu peux faire des jokes là-dessus, tu peux pas faire des... Là, puis là, je parle même pas de Mike Ward, là. On oublie Mike Ward dans l'équation. C'est un autre affaire. C'est un autre affaire. Un autre podcast. Un autre... tu te dis. Non, mais c'est le milieu de l'humour. Puis moi aussi, tu sais, moi, j'en suis... tu sais, j'en suis tellement amoureux de l'humour. Tu sais, c'est la chose que j'aime le plus d'envie rire. Ben, c'est la chose qui me plaît le plus. Puis j'aime voir un humoriste. J'aime ça même. J'en regarde tellement. Là, puis toi, je pense que tu fais un peu partie de la même affaire. Tu en regardes beaucoup, non? J'en regarde de moins en... Tu sais, j'en regarde un peu moins, là, je t'avoue. J'ai comme eu une passe que j'en écoutais vraiment beaucoup. Puis tu sais, peut-être parce qu'il y avait justement un petit désir de faire... Ah, tu sais, seulement... Mais je suis pas capable de faire ça. Tu sais, je suis capable de jouer, puis j'ai joué, mettons, là. Puis ça, ça, c'est quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. Puis de plus en plus, je joue. Tu as joué dans les films? Ouais, ben dans les films, dans les séries. Mais oui, en ce moment, genre, j'ai des rôles dans des films. Je sais. Je te vois. Oui, c'est ça. Il y a un film qui va sortir bientôt. Je suis même le personnage principal. Fait, c'est quoi? Faradar, la bataille de... Ben, ça s'appelle juste Faradar maintenant. OK. C'est un long métrage. De qui? D'Édouard Tremblay, qui a été tourné à Québec. C'est c'est inspiré d'un court-métrage qui avait été super gros viral dans les premiers balbutiements de YouTube. Ça sort quand? Ça sort l'année prochaine. OK. Kat Brunet là-dedans, Benoît Drouin-Germain, Lucien Ratio. Puis on est comme... C'est une gang qui joue à Donjon Dragon depuis 18 ans. Puis en fait, t'as le monde de Faradar aussi, fait que quand il joue, mettons, tu lances un dé, puis t'as un coup d'épée, tu te transportes vraiment dans le monde de Faradar. C'est comme une comédie / médiévale dans un... T'as pas écrit là-dedans? Oui, j'ai coécrit. C'est une adaptation qu'Edouard a faite avec Daniel Boulanger, puis moi puis Marc-Antoine Rioux, on est arrivé un peu à la fin pour faire un rewrite. Puis je joue dedans aussi, fait que jouer, on dirait que ça m'intéressait, puis c'est ce que être devant un stage puis parler au monde, même quand je faisais du théâtre quand j'étais kid, ça... Fait que ça, je le ferais pas, mais tu sais, jouer, je le fais, mais bref. Oui, tu sais, il y a quelque chose dans l'humour, puis j'en écoutais beaucoup des stand-up, puis à un moment donné, je sais pas, je l'écoute un peu moins, là, mais oui, tu sais, puis, tu sais, déjà encore là, tu sais, le débat, tu sais, je vois des humoristes qui vont comme, c'est de l'art qu'on fait, puis à un moment donné, je suis comme, tu serais supposé rire de l'art. Tu serais supposé juste comme désamorcer tout ça, tout l'establishment, toutes ces espèces d'affaires-là. Ça le dit, je suis quand même d'accord que c'est de l'art. Je suis quand même d'accord quelque part qu'il y a un craft. Je trouve qu'ils devraient pas le dire. Mais eux, ils n'ont pas d'affaire à commencer à... Tu peux pas te prendre la tête. Oui, mais je pense que monnaie, c'est l'idée, c'est de trouver sa place. Un humoriste, c'est quand même difficile d'accepter que t'es une machine à blague, là, tu sais. Mais, je veux dire... Je pense que c'est un peu weird, là. Non, mais même en écrivant de l'humour, tu sais, je veux dire, souvent, l'espèce de cliché qu'on est tout du monde super anxieux qui... je me considère comme quelqu'un qui écrit de l'humour. J'ai quand même écrit de la comédie. Beaucoup. Là, majoritairement, en fait. Oui, pas mal, beaucoup ça, mais là, de moins en moins. Mais tu sais, il y a quelque chose de... Oui, tu sais, t'es quelqu'un... T'as un fardeau à porter, puis à un moment donné, ça devient lourd, mais tu sais, à un moment donné, c'est... Je sais pas, il y a d'autres moyens, je pense, de sortir de ça que juste de créer le style gala, puis s'auto-congratuler, puis faire des prix de la relève qui reviennent à chaque année avec le même T'es-tu déjà allé à ce gala-là? Non, ça m'intéresse pas. Bravo. Mais first, je n'ai pas été nommé, mais tu sais... Moi, man, j'ai été nommé. Ouais? Ouais. Je te montrerai tout à l'heure, je l'ai mon nomination. J'ai mon diplôme. Ah, c'est vrai? Ouais, avec les bronzés fonds de la radio. J'avais écrit des sketchs. On était dans la nomination pour meilleur show de radio de l'année humoristique. On a existé une saison. Puis je suis pas allé. J'ai un souper avec la belle famille, puis à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Puis honnêtement,
aller dans un gala, c'était pas un choix. Mais Comedy Central, il avait fait un show une année là, pour remettre des je m'en prix. rappelle. Mais c'était une huge joke, là, puis tout le monde qui allait chercher leur prix disait juste de la merde. Là. Tu sais, puis à un moment donné, je suis comme, hey, si c'est ça, puis vous voulez juste mettre de l'avant, puis ça devient une grosse pub, fine. Moi, c'est les larmes, les merci, merci Dieu, mes parents, tu sais, puis à un moment donné, t'es comme, hey, calm the fuck down, mettons. Puis au pire, fais-le en privé, il va le dire. Faut le dire à tout le monde que... Mais évidemment, tu peux être fier de ce que tu fais. Évidemment, c'est pas une question de pas être fier. C'est une question de, j'ai l'impression que ton rôle, encore là, est de prendre une distance par rapport à toi puis de faire comme, ouais, ben ça reste de voir un peu les ficelles en arrière. Puis c'est quoi, les Oliviers? C'est juste une petite grosse pub que c'est juste comme les grosses... Ben, en fait, tous les gars-là, c'est ça. Ben oui. Exact. T'écoutes-tu encore les Oscars? T'écoutes-tu ces affaires-là? Tu sais, de moins en moins, comme tout le monde. T'as écouté ça? Oui, mais on se faisait des soirées où est-ce que tu faisais des poules. C'était sacré, là. Mais, tu sais, chez Pods, il y avait des grosses soirées chez Pods qu'on faisait ça, tu sais, puis c'était super le fun, mais de moins en moins, on dirait que le monde voit bien à un moment donné, puis, tu sais, on pleure, beaucoup de gens qui s'offusquaient de la mort du gala Québec Cinéma, puis évidemment que c'est dommage, tu sais, c'est une vitrine de moins pour parler du cinéma québécois, mais Dieu sait qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est une vitrine. Oui, c'est une vitrine. Mais Chris, c'était plate. C'était plate as fuck. Non, j'étais allé à des gars-là, puis j'en ai écrit un gars-là. J'ai écrit genre. Ah oui, c'est vrai que t'en as écrit un. Oui, j'en ai écrit un, le premier avec Guylaine Tremblay puis Edith, là, quand on est revenu avec. C'était maintenant Les Iris, là, quand on a changé de nom, puis qu'il y avait un nouveau trophée, puis tout ça. Puis tu sais, c'était tough à faire. C'était tough à faire parce que. Il y avait beaucoup de paliers de décision, tu sais, t'avais les producteurs, mais encore là, il était pas si hands-on que ça, mais tu sais, t'avais Québec Cinéma first, tu sais, qui avait des demandes incroyables, qui comprenaient pas c'est quoi le show. Puis même, c'est comme tu t'en vas faire un show de télé. Là, tu t'en vas à TV pour parler du cinéma. Fait que telle affaire, on s'en calisse, ça, on s'en calisse, tu sais, puis tes demandes, je les comprends, évidemment, mais pense au show télé pour amener du monde dans une salle, ça sert rien qu'à ça. Puis t'as 30 secondes, puis t'as 20 secondes, puis il y a une pub, puis tu reviens puis il y a un Q Music, puis c'est l'enfer. Puis au-dessus de ça, t'avais Radio-Can, tu sais, c'était comme trop palier. Puis tu sais, des fois, t'as des jokes, t'es comme, hey, pour vrai, là, tu sais, je pense que c'est juste drôle, on peut-tu le faire? Puis pour vrai, on a réussi, somme toute, à faire un peu, tu sais, on a réussi à faire des jokes qu'on voulait. Sébastien Ravary, Marie-André Labbé aussi, qu'on a écrit les trois là-dessus. Puis tu sais, je pense que c'était une bonne édition. L'année d'après, je pense que Marie-André est revenue, mais tu sais, genre, la metteur en scène avait déclaré, je pense qu'il avait déclaré, puis tu sais, c'était comme genre, c'est comme ça marchait. Puis c'était comme, ouais, mais. Bref, les prix, les gars, là, je sais pas, on dirait que je m'attends des gens de l'humour à faire comme, hey, c'est de la merde, la gang, puis on va en rire. Ouais, puis en même temps, faut, en tout cas. J'ai vu le dernier film que t'as écrit avec Steph, La Fleur. C'était super fun, t'étais même dans le film. J'étais là un petit peu. Un tout petit peu. J'étais là plus, mais j'ai découpé. C'est ça, exactement, exactement. Et écoute, puis ça m'a tellement fait triper cette espèce de film-là parce que Stéphane, il y a plusieurs années, m'avait shooté un peu, tu sais, il aime pas trop parler de ses affaires quand il commence, puis il m'avait shooté un peu l'idée générale du film, et c'est zéro ce que j'ai vu à l'écran. Mais il y avait Mars qui était là. L'idée de Mars, mais c'était pas ça. C'était plus low-fi, son affaire. Ouais. Puis tu sais, quand il m'a dit qu'il écrivait avec toi, puis tu sais, je vais parler en son nom, mais il m'a dit que c'était une des meilleures expériences qu'il a adoré. Il a capoté toi. C'était réciproque. On s'est vraiment on s'est rejoints là-dessus, puis je pense que les deux, ça a été une crise de belle expérience d'écriture, tu sais, puis on est fiers du résultat, puis visiblement, je pense que, avec les critiques, on était quand même un peu genre, oh, Chris, okay, on s'attendait pas à ça. Très cool, cool. Mais tu sais, t'as le 2 Mediafilm qui arrive, pis t'es comme, ah ouais, hein, ok, on va le prendre, mais tu sais, Mais là, il y a Plongeur qui sort. Ça, je l'ai lu. Je trouve ça, incroyable que tu t'es lancé là-dedans parce que, premièrement, écoute, il est tellement gros, le livre, il y a tellement d'affaires, il y a tellement de détails. Puis tu sais, puis je le lisais, puis je me souviens que, je pense même avec ma blonde, on en a pas, elle l'a lu, on l'a lu, puis on se disait, ah, ça se pourrait être cool en film, mais je saurais pas par où commencer. Puis là, tu t'es lancé encore en coécriture avec Francis Leclerc. Là, il y a bien des trucs de coécriture. Je me disais, c'est-tu ça que t'aimes le plus faire, de la coécriture, ou t'aimes plus écrire en solo? Ou sûrement que c'est une expérience différente dans les deux cas, mais est-ce que le fait de générer du carburant, avoir une autre personne avec qui s'accoter, avec qui discuter, c'est plus le fun?
Je pense que ça dépend vraiment du projet. Il y a des projets que tu le sens, il y a des projets que t'es comme, ben celui-là, je pense que oui. C'est... Puis même moi, j'ai souvent les mêmes collaborateurs. J'ai Émile, mais sinon, après ça, Marc-Antoine, Alexandre. J'écris souvent avec eux. Fait que c'est Sébastien. C'est comme les mêmes collaborateurs qui reviennent un peu. Puis à un moment donné, c'est comme quand j'embarque dans un projet, souvent, je suis un des seuls au Québec qui est un peu hired gun, là, mettons, qui va arriver puis qui va comme arriver après une version puis qui va... Il y en a pas énormément en cinéma, qui font ça. Moi, j'aime ça, faire ça, embarquer dans l'univers de quelqu'un puis... Ça te fait pas peur? Non, moi, ça me fait pas peur puis je suis là pour amener une structure puis je pense que j'essaie de vraiment bien comprendre ce que la personne veut faire, Peux-tu bien qu'aller justement dans cette structure-là? C'est déjà écrit, t'arrives, tu le prends. C'est quoi la prochaine étape? C'est que, mettons, tu passes à travers, tu dis, tu vas avec les défauts. Parce que, mettons, une personne qui va t'engager pour venir écrire, c'est justement parce qu'elle a besoin d'aide ou elle a besoin d'inspiration, elle a besoin de quelqu'un avec qui, justement, lancer la balle un peu. Elle sait, cette personne-là, probablement, c'est où les failles. Mais toi, c'est quoi? Est-ce que tu fais, non, les failles, elles sont là, ça, c'est bon. Est-ce que tu fais une pré-analyse, puis après, t'écris ou t'écoutes l'autre? Parce que chaque personne doit être différente là-dedans. Ouais, mais chaque projet est différent, chaque manière de l'aborder. Mais souvent, évidemment, je le lis. Je le lis une fois, 2 fois. Puis souvent, avec Stéphane, c'était beaucoup genre, hey, qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? C'est quoi, en gros, le cheminement du personnage? Puis de la façon qu'il le racontait dans sa première version, j'étais comme, hey, il me semble que c'est pas ça, il me semble que ça... Puis après ça, il y avait juste on est rentré là-dedans, puis c'était des affaires bien basiques, de genre, hey, j'ai l'impression que ce mouvement-là dans ton scénario, pour moi, c'est le point milieu. J'ai l'impression que ça, on ramène tout ça arrive vers la fin. Moi, je le décalerais pour builder là-dessus. C'est vraiment comme des affaires de structure bien... très les 3 actes, les pivots et tout ça, puis faire comme... J'ai l'impression, c'est vraiment comme... Il m'a déjà appelé le chiropraticien du scénario, Stéphane, ce que je trouvais quand même drôle. Puis c'est un peu ça, tu vois la colonne, tu fais comme... Tu replaces ça un peu, puis tu ramènes des affaires, tu craques ça un peu, puis t'es comme... ça, c'est exact. Ça, je trouve que ça arrive pas au bon moment. Puis dans le cas de Viking, il y avait tout un truc qui était aussi très low-fi, puis au début, on y croyait moyen dans la mission dans laquelle il s'embarquait. Puis à un moment, c'était comme de rendre ça vraiment réel, puis de vivre un peu la déception du personnage en même temps que lui, quand il arrive dans cet élément-là, puis qu'il se rend compte que c'est pas comme il le souhaitait. Fait que c'est vraiment de lire, de jaser beaucoup. Moi, je jase beaucoup avec les réals, puis c'est vraiment essayer de faire ça, puis de trouver des solutions. Après, comme je te dis, il y a des projets que t'es comme, ça s'écrit en gang, ça va bien, j'aime ça écrire en gang parce que ça amène des idées, t'as des curveballs. Puis des fois, c'est moins brûlant, là, c'est niaiseux, mais Chris, c'est une hostie de montagne à écrire un scénario, là, puis quand t'es tout seul, à un moment donné, tu peux juste être perdu, puis faire comme, où est-ce que je m'en vais? Fait que nécessairement avoir des amis là-dedans. Après, j'aime aussi écrire tout seul, mais tu sais, la vérité est vraie, c'est qu'après, avant qu'on explose, c'était une expérience qui m'a vraiment été difficile parce que le film a pseudo-marché, que tu sais, c'est comme eu des bonnes critiques, les gens m'en parlaient bien, mais c'est un film qui est un peu passé dans le beurre, pas de gros festival, pas ben de box-office. Puis à un moment donné, quand tu y mets du cœur, puis que t'es juste comme un film qui était super personnel pour moi, c'était vraiment... Mais hey man, je me rappelle de la pub, je me rappelle des affiches, je me rappelle encore d'aller au cinéma avec ma fille, puis c'était là. Puis le film est le fun, puis... Mais tu sais, c'est compliqué. Ouais, mais puis Mané, quand t'es comme, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, j'ai donné tout ce que je pouvais dans ce scénario-là. Rémi a donné tout ce qu'il pouvait à la réalisation. On a fait du mieux. On a été avec nos tripes. On a crissé ça. Puis le monde s'en est un petit peu calissé. C'est shiftant parce que ça, tu fais comme, hey, tu sais, tu suis sorti de là brûlé. Puis pour vrai, j'en ai un projet que je veux écrire tout seul qui je traîne depuis longtemps. Okay. J'ai peur de me lancer dedans parce que. À cause de ça? C'est vraiment shiftant, tu sais, de faire. Je mets beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je me saigne pour juste comme mettre. Encore là, tu mets ton cœur là-dedans. Puis quand ça passe dans le beurre, il y a quelque chose de. Tout ça pour ça, un peu, même si ça a été parmi les plus beaux moments, mettons, le tournage, tu sais, avec Rémi. Mais les tournages, c'est ça, bien fou. Ça, c'était cool, tu sais, mais après ça, moi, reste que je suis un peu addict à... Puis c'est un peu, tu sais, je veux dire, c'est un acte de communication. Puis si ton acte de communication se rend pas de l'autre côté, puis que t'as juste l'impression de parler un peu dans le beurre, hey, je vais aller parler à mon psy, puis ça va être bien correct aussi. Tu sais, j'ai pas nécessairement de besoin. Fait que, tu sais, de me replonger dans un film tout seul, encore là, personnel, j'ai peur pour eux. Il y a quelque chose qui me bloque depuis une couple d'années, puis je suis comme, hey, faudrait que je le fasse. Puis j'ai comme peur d'embarquer dans ce truc, puis tout donner encore, mettre beaucoup de ce film-là. Mais quand tu dis faire un film tout seul, tu veux dire l'écrire, le donner à quelqu'un qui le réalise?
Au début, je pensais peut-être en faire un que je voulais réaliser. Tu sais, comme récemment, je suis revenu à la réalisation. J'ai fait un court-métrage récemment, puis c'était dans une espèce avec une de mes bonnes amies, Florence Blin. Oui, qui est ben venue oui. ici, d'ailleurs, au Ah, pour vrai? podcast. Ouais. Ah ouais, cool. Qui était extraordinaire. Ben oui, ça, super. ça a été vraiment une belle découverte. Là. Je la eu connaissais un du petit fun. peu, mais c'est qu'on a eu du fun. Puis, mais c'est ça, mais c'était un peu comme une espèce de... Je vais y retourner, puis je vais commencer par un court-métrage, voir si j'aime ça. Parce que j'ai fait de la réalisation, mais j'ai arrêté pendant une petite bout aussi, parce qu'encore là, gars anxieux, pour moi, être sur un plateau puis me faire demander genre hey, faut-tu que ce soit telle affaire, telle affaire, telle affaire. Tout le monde qui arrive alentour de toi, j'ai juste envie de me mettre en boule sur le plancher puis faire comme je le sais pas, demander à quelqu'un d'autre. Mais, fait que c'est comme de faire ça, puis là, j'ai fait le court-métrage, puis pour vrai, je sais même pas si je ferais un long, tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose où peut-être je le ferais, mais quelque chose de... Je sais pas, je suis dans une réflexion en ce moment, mais tu sais, d'écrire encore là un film solo, tu sais, puis pour moi, souvent, les films que j'écris tout seul, que ce soit un court-métrage, ça reste quand même une porte pour y aller plus personnel. Oui, t'sais. Ouais, plus personnel. Humour? Ben, celui que j'ai en tête, ce serait de l'humour, mais ce serait Dark Amnesty. Là. C'est comme un sujet super dark, mais que j'aborderais quand même. Mais tu sais, après ça, j'en parle souvent de ça, mais l'humour, puis le drame, pour moi, en cinéma, il y a quelque chose de le fun de se promener entre les deux. Si c'est une comédie, si c'est pas une comédie, à moins que je fasse De Père en flic 2, que je fasse Menteur, parce que là, l'objectif est vraiment de faire rire le plus de monde possible. Ouais, puis de mettre sur le piton, là. Ça, c'est que t'embarques en mode joke. Mais sinon, quand je vais avec des films justement un petit peu plus personnels, ben là, c'est en mode, hey, il arrivera ce qui arrivera, je veux juste être real. Je veux juste comme, jouer chaque situation au bout de ce qu'elle mérite, cette situation-là. Mais tu sais, tantôt, tu disais, tu parlais que ton film avant, il y avait moyen fonctionné, c'était un peu plate, avec tous ces efforts-là. Parlons-en quand même, là, on est dans une situation en ce moment où est-ce que le cinéma, ça va pas bien. Ben, tout le monde le dit, il y a des 1001 articles qui le soulignent. Moi, je fréquente énormément les salles de cinéma. Je peux en témoigner que ça va pas bien. Ouais. Comment on fait pour continuer d'être motivé là-dedans? Puis là, je vais dire, puis je sais que c'est super horrible ce que je viens de dire, mais tu sais, mais mettons, tu sais, comme moi, comme musicien, tu sais, nous, les musiciens, on a perdu tout l'argent qu'on pouvait faire avec des disques. Donc, dorénavant, tu fais des disques, même que des fois, hein, tu t'endettes à faire un disque, mais tu as besoin d'un disque pour te faire une carte de visite. Ouais. Donc, finalement, le disque, ça veut plus rien dire. T'sais, avant, il y avait une époque où tu recevais un peu... Là, ça veut plus rien dire. Donc là, on a tout mis l'énergie sur comment faire un bon concert, faire un bon show. Là, finalement, le show devient la nouvelle affaire dans laquelle tu focuses. Le cinéma, sérieusement, ou est-ce qu'on regarde... On peut faire un film, est-ce qu'on... Parallèlement, on se dit, ben, au moins, il y a la télé que je peux aller écrire où est-ce qu'il y a un peu plus d'argent, il y a des téléséries, ça marche bien. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à croire un peu là-dedans? Ben, je riais parce que c'est totalement les questions que je me pose en ce moment. Tu sais, c'est vraiment, je suis dans ce questionnement-là. Ça fait une couple de films, tu sais. Moi, j'en fais pas du cinéma puis ça m'angoisse d'y penser. Ben, bienvenue dans mon monde des dernières années. Non, mais tu sais, immense privilège que j'ai eu de pouvoir faire 8 films qui ont été produits dans les 6 dernières années. Tu sais, ça a été comme une espèce de blitz incroyable. Je suis sorti de fatigué. J'ai fait un burn-out l'année passée. Tu sais, il y a quelque chose. T'es sérieux? Ouais. Puis, pendant la pandémie? Oui, après le tournage de Faradar, justement. Okay. Je venais de sortir d'écriture de Viking, de plein d'affaires. Tout en même temps. Moi, j'étais allé comme... Moi, dans ma tête, je m'en allais tourner un long métrage dans lequel j'étais le personnage principal. Puis ça allait comme me donner un break. C'était comme genre, ça va faire du bien. Ça va être plus facile de prendre des répliques, puis de me costumer, puis de faker des émotions. Je me levais à 5h du matin. Moi, dans ma tête, je m'en allais à Québec un mois, puis c'était comme un peu des vacances, j'allais triper, puis à un moment donné, j'ai comme encore là de la réalité t'arrive en face, c'était comme tellement de respect pour les comédiens, man. C'est un hostie de... c'est horrible. Ben, c'est pas... Non, mais c'est horrible. C'est amusant, mais je veux dire, t'es à la merci de tellement de choses. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Ouais. C'est mentalement drainant. Puis je suis sorti après le tournage, puis j'étais un fucking zombie. J'étais numb. Je ne filais plus rien. Comme c'était... Tu sais, si autant c'était positif, autant c'était négatif. J'étais juste... Bip! Je ne filais. Ça t'a pris combien de temps à revenir un peu de ça? T'es encore un peu dedans? J'en suis sorti récemment. Tu sais, comme...
Ça a pris, mettons, un bon 6-7 mois, là, tu sais, de se reposer, de prendre vraiment plus de temps, de te rapprocher un peu plus de la famille, tu sais, d'être tout le temps dans ta tête sur plein de projets. En tout cas, j'ai l'air de me plaindre, là, mais il reste que, même si le monde chiale... Les sujets du burn-out, c'est parmi mes sujets préférés. Oui. J'en ai un sous la cravate, puis j'aime ça entendre... Ah, bah, mais tu sais, on a tout poussé un peu trop loin l'amour du travail. Là. C'est ça. Mais tu sais, puis je le voyais venir, puis à un moment donné, c'est juste ça, c'est vivre sur du temps emprunté, puis à un moment donné, t'es juste comme, hey, pour vrai, là, mon corps suit plus fuck all. Ouais. Bref, après tout ce string-là, puis là, de voir justement que le cinéma fonctionne moins, évidemment, tu sais, puis à un moment donné, que la télé continue, genre, en ce moment, de cartonner, puis qui cherche la télé, il cherche la télé, Chris qui en cherche, la télé. Et puis cartonner, là, c'est le mot, man. C'est ça l'avenir, je pense. Je sais pas, man. Ben oui, mais je après ça, tu sais, puis moi, c'est même pas un désaveu de la télé, mais pour vrai, quand, tu sais, on revient à ce que je te disais au début, moi, tu sais, j'ai grandi dans une salle de cinéma, je voyais ça quand puis quand ils sont arrivés, tu sais, pour moi, le cinéma, c'était ça, depuis le début. C'était pas beaucoup la télé, j'en écoutais pas beaucoup de télé. Puis à un moment donné, de faire comme, ah ben, je pourrais faire ça, mais le médium est différent, puis pour moi, encore là, je respecte la télé, c'est pas un désaveu, c'est vraiment une opinion personnelle. Moi, je trouve que Mané, c'est beaucoup de temps puis étirer des affaires que moi, je t'en structure. Tu sais, je pense à une idée, c'est une idée de 2 heures. Puis, tu sais, même encore là, des fois, une idée d'1 heure et demie. Tu sais, j'aime ça. Des fois, c'est comme si c'est picardé sur quelque chose, tu sais. Puis, des fois, je trouve ça tout le temps trop lousse, la télé. Mm-hmm. Puis, tu sais, j'ai des projets, puis je me dis, non, tu pourrais faire 8-10 épisodes après ça. Puis, je suis comme, mais c'est ça le problème. J'ai pas envie de faire 8-10 épisodes avec ça. Je veux en faire 4, puis passer à d'autres choses, tu sais. T'en écoutes-tu des télés? J'en écoute, évidemment. J'en écoute. Puis, il y a des séries qui m'ont marqué, tu sais, mais c'est pas comme ça que je pense. Puis c'est pas comme ça que j'aborde mon travail. Fait que c'est dur. Mais en même temps, en ce moment, je suis comme, ben Chris, j'en ai plein de projets. Le monde m'approche pour faire de la télé. Puis pour vrai, pour l'année prochaine, je vais probablement faire ça. Tu sais, je vais l'essayer au moins. Je vais essayer de faire une série parce qu'à un moment donné, je suis comme... Déjà, au moins, tu le sens, l'acte de communication, puis t'as du monde de l'autre bord qui sont encore prêts à consommer de la télévision. Puis tu sais... Le cinéma, après ça, ça va rester. Là. Je veux dire, ça va pas mourir. Mais il y a quelque chose, je pense, puis c'est même pandémie ou pas pandémie, ou peu importe. Il y a quelque chose dans le parcours d'un créateur, j'ai l'impression. Tu sais qu'à un moment donné, les jeunes, tu y penses pas tant à « je vais-tu plaire un public, je vais-tu comme... » Tu te lances là-dedans avec toute l'arrogance, la belle arrogance du monde de faire comme fuck y'all, je vais faire mes affaires. Puis quand ça marche, t'es juste content, puis tu le fais. Ton premier film, t'es comme oh my god, je vais faire un festival, c'est donc bien malade. Tu vis là-dessus, puis à un moment donné, nécessairement, ben, puis je veux pas dire que je suis blasé, mais après certains moments, à un moment donné, t'es fait tes cheminements. Puis pour moi, encore, chaque projet est excitant, mais c'est juste qu'à un moment donné, t'es comme, ben, là, à un moment donné, c'est installé le désir de vraiment faire. De vraiment parler à du monde pour vrai, puis de vraiment comme puis tu sais puis c'est comme puis quand t'as eu un tu sais je parle d'avant qu'on explose après ça a été les barbares aussi qui a pas super gros marché que ça aussi t'es quand même bien personnel comme projet tu sais puis c'est comme 2-3 films d'affilée que t'es comme ok mais tu sais après ça quand je fais de Père enflé puis je fais menteur là c'est comme le gros box office fait que tu sais tu fais comme ben peut-être que ça encore man ça là ça doit être buzzant, man. Ben, c'est cool, tu sais, je suis content. Puis je suis content salles pleines. Ben, c'est malade. Rit, tout le monde rit. Tu sais, pour vrai, c'est malade, ça, le feeling. Puis t'es là, puis on fait beaucoup de test screening, puis ces affaires-là, puis t'accompagner le film avec Émile. Évidemment que t'arrives d'une salle, tu vois le succès, tu vois tout le monde en parle, t'es tendre, puis tout ça, tu sais, puis maintenant, t'es content de ça. Mais il y a quand même le petit Eric en dedans qui est juste comme, tu sais, quand je veux faire de quoi plus personnel, puis que ça marche pas, maintenant, viens que tu te tapes sa tête un peu, c'est comme, ben, peut-être que le monde s'en calisse, c'est ce que j'ai à dire. Mais écoute, même les gens, même celui, puis je vais faire un petit raccourci, mais tu sais, même celui que t'aimes bien gros, Judd Apatow, tu sais. On peut en parler un peu, je sais que tu l'aimes beaucoup. J'adore. T'adores Judd. Puis Judd, il a lui-même, ses derniers projets, tu sais, ils ont été tough. Tu sais, ils ont été son tough. Dernier de Bobo, tabarnak. Mais je l'ai écouté, moi j'écoute tout. Je l'ai même pas écouté parce que j'avais peur. Pourquoi? Ben parce que je voulais garder la belle image de Judd que j'ai. Moi j'aime bien Judd. Puis l'affaire, c'est que le gars, il essaye ses affaires parce que justement, tu sais, c'est un drôle de personnage. Tu sais, moi, je l'ai rencontré. Ouais? Ouais. Parler avec lui. Just for Laugh, il y a... Quand il a fait Appetite for Destruction? Ben... Non. Après, c'était il y a quelques années, je pense que c'est 4 ans.
pense qu'il y a 4 ans. Puis c'est... Oui, t'es venu faire un number tout seul. Ouais, puis j'étais allé voir un podcast à 3h l'après-midi de Todd Barry. Tu connais Todd Barry? Oui, ben ouais, Todd Barry. Il faisait son Todd Barry Show dans une chambre. Hey man, c'était dans une conference room au Marriott. On était 5 personnes. Ben non. Moi, ma sœur, Guillaume Girard. C'est tout? Et 2 inconnus. Là, sur scène, il y avait Todd Barry, puis il y avait George Wallace, qui était son invité, humoriste de la vieille école, qui était là, puis qui était de passage. Font une entrevue, font l'épisode, on se lève, on sort, puis Judd Apatow était là avec sa fille, avec Maud, qui était en arrière, qu'eux autres checkaient ça parce qu'ils sont super amis avec George Wallace. Bon, on sort. OK. Salut Guillaume Girard. Bref, Guillaume Girard, lui, décide, il fait « Ah, j'y vais ». Il perce. Il va faire « Bonjour, monsieur Apatow. Je voulais juste vous dire que vous avez marqué ma vie avec vos films. Je vous adore. » Puis il était super nice. Il nous a parlé. Il a présenté sa fille. Il a fait, d'ailleurs, il dit, vous l'aviez vu dans le film... dans tous ces films. Dans Funny People. Il était dans Funny People. Je disais, Puis le soir même, on va au Théâtre Sainte-Catherine. Puis c'était un Midnight Surprise. Puis il s'est pointé. Puis il a fait comme 25 minutes. Puis c'était super cool. C'était super cool. L'année d'après, il est revenu à Montréal. Puis il faisait son 1 heure. Quand on voir, c'était horrible. C'était pas bon. C'était pas bon. C'était horrible. Après 40 minutes, puis j'étais avec ma soeur. Je dis, hey, nous, on a eu le droit à des. Tu sais, l'année passée, on est allé. On s'est levé pendant le show. On s'est levé. J'ai jamais. C'était rare, je fais ça. Mais je me suis levé pendant le show. C'était tous des jokes obvious de genre, je suis un vieux gars. Puis c'est pas. Mais le gars. Malgré tout, j'ai un respect monstrueux envers lui. Ça a été une immense influence. Parce que il est comique, man. Il est comique. Puis il essaie des affaires. J'ai toutes les CD avec Adam Sandler dans lesquels tu peux même l'entendre faire des voix en arrière-plan. Tu sais, puis c'est un gars comique. C'est un gars que, bon, clairement. Puis c'est drôle parce que, et c'est encore tantôt, ça revient tantôt quand je parlais de toi qui voulait faire du stand-up. Tu sais, je me disais, c'est-tu comme Judd Apatow qui rêvait justement de faire du stand-up? Mais pas nécessairement. En même temps, lui, il est très personnel dans ses projets. Oui, à fond. Puis il prend des risques, puis c'est pas des succès, mais en même temps, il le fait pour... Comme, j'aime pas... Des fois, j'aime pas ça le dire, je veux le dire, mais c'est un peu des bonnes raisons. Tu sais, parce que s'il se raconte, puis il est honnête, puis je pense qu'il accepte même la part d'échec qui vient avec, tu sais, parce qu'il se dit, je laisse qu'est-ce qu'il fallait que je laisse avec ça. Peut-être c'est ça qu'il faudrait que tu fasses, je sais pas. Non, mais évidemment, tu sais, mais après ça, c'est que des fois, tu sais, ça peut avoir l'air downer, ce que je dis, mais au final, pas tant. Tu sais, mané, c'est pas grave. Mettons que je fais plus de films ou que j'en écris plus, ou bien que, mettons, je me concentre sur justement, tu sais, travailler pour d'autres, puis restructurer des scénarios de personnes. Puis, tu sais, Chris, je peux pas dire que j'ai pas de fun à faire ça. J'ai du fun à embarquer. Puis, à un moment donné, je me dis, c'est-tu si grave de pas te saigner, puis de pas juste être fucking angoissé, puis de parler de tes affaires, tu sais. À un moment donné, je suis comme, c'est pas. C'est pas ça, tu sais. Xavier Dolan, là, Xavier qui fait une sortie, qui fait peut-être que finalement me raconter, m'a prendre une petite pause de ça, tu sais. Puis il a fait sa série. Mais il y a beaucoup de monde dans le milieu qui était comme c'est privilégié, qui chiale, puis t'es comme voyons tabarnak, tu sais. Tarantino la semaine passée, il était un super bon podcast que je te conseille qui s'appelle Two Bears One Cave. Il était là, puis il parlait, puis il disait que son dernier film, c'est son 10e, son 10e, je pense, 9e, 10e. Il disait là, lui je l'attends. Il dit je vais prendre mon temps pour laisser une bonne raison. Puis il dit, meanwhile, j'ai écrit 8 épisodes, là. Pas une télésérie. Ben oui. Et puis il dit on travaille là-dessus en ce moment. Ben, tu sais, puis à un moment donné, c'est correct aussi, puis tu sais, oui. Peut-être que le film va donner plus secret, man. Mais de l'extérieur, évidemment, là, que ça a l'air du privilégié qui fait comme, là, j'ai trop travaillé, puis je pas. Mais tu sais, à un moment donné, c'est vrai. Puis Xavier, tu sais, il y a quand même eu 2 films, tu sais, Death of Life and Death of the Life of John Donovan, puis après ça, même Mathemax, tu sais, les 2 sont pas super bien marchés, un peu passés dans le beurre. Ben, particulièrement celui fait aux États-Unis, Donovan, c'est ça, c'était comme horrible, dans un sens, parce que la pression du financement qu'il y avait là-dessus, c'était démesuré, là. Tu sais, mais Mané, c'est que c'est rough, tu sais, puis Mané, c'est une job, puis oui, c'est demandant. Puis après ça, c'est correct que le monde chiale, puis qu'il voit ça comme l'artiste qui se plaint, et c'est pas grave, là. Si c'est ça que ça coûte,
que du monde, tu sais, c'est comme, fine. Ouais, ça sera ça le downfall. Tu sais, on fait quand même, c'est vrai qu'on fait des métiers privilégiés, mais après ça, je pense que des fois, c'est important aussi de parler de la réalité du fait que, oui, ça peut devenir brûlant, oui, ça peut devenir comme tu te perds là-dedans, puis tu te demandes, pourquoi je fais ça, puis à qui je parle, tu sais, puis c'est important de se poser ces questions-là. Puis en même temps, le défi de prendre le format télé, puis qui est justement un peu infini dans le sens de la longueur, tout ça. Tu peux comme vraiment t'amuser à jouer avec des codes. Il y a quand même, c'est quand même un terrain de jeu assez le fun, tu sais. Ah, mais moi, il y a des séries qui m'ont marqué à fond, là, tu sais, que j'étais comme, qui ont vraiment fait partie de mon parcours, puis tu sais, The Wire, qui est juste comme incroyable, mais c'est un cliché, mais ça reste une série de fou, mais tu sais, je regardais Atlanta, tu sais, puis qu'à un moment donné, t'as des épisodes qui sont complètement autre chose. Ouais. Tu sais, oui, c'est vrai que c'est un terrain de jeu, mais après ça, c'est vraiment tu sais, j'ai envie de l'essayer peut-être, puis faire comme, ben, gars, c'est ça qu'il faut pour que je retrouve l'impression que je parle à du monde, ben, pourquoi pas? Parce que ça demeure, comme tu viens de dire, parler à du monde, tu sais. Ben, oui. Pourquoi tu le fais? Tu sais, évidemment, tu le fais un peu pour toi, tu sais, c'est sûr, puis tu gagnes bien ta vie quand tu le fais. Fait que, tu sais, moi, ça dépend. Là. Mais, tu sais, quand t'as des projets qui se font, tu sais, je vais pas chialer financièrement. Tu sais, ça peut être payant quand t'as des projets qui se font, tu sais. Dépendamment. Mais après tout ça, ça reste que tu fais ça pour l'homme. Tu sais, tu fais ça pour, ben, encore là, qu'il y a un échange, qu'il y a un acte communicationnel, que le monde le reçoive, qu'il te relance quelque chose, que ce soit de la merde ou, tu sais, moi, je suis juste comme, je veux juste une réaction. Tu sais, évidemment, quand tu fais, genre, menteur. L'affaire, comme tu dis, là, pas de réaction. Tu sais, un film, tu sais, un beau film classé comme dans le vieux TV Hebdo, 5. C'est ça. À être un 5. À la limite, tu préfères être 6 qui était minable. Tu sais, parce qu'au moins 6, tu te dis, OK, il y a du monde qui ont été écœurés de ça. Ou 7. Ou le fameux 3 étoiles et demie. Tu sais, on dirait que je veux pas faire des 3 étoiles et demie. 4, bon. C'était-tu bon? Non, c'était très bon. 4, c'est bon. 4, c'était... OK, 4, c'est bon. 3, c'est très bon. 5, c'est moyen. Ouais, c'est ça, très bon. Remarquable, puis maintenant. Boy. Fait que, non, tu sais, avoir l'impression que t'es juste passé dans le beurre, ça reste une espèce de... C'est un weird feeling. T'as pas l'impression d'avoir été au bout de quelque chose. Mais l'échec, tu sais, moi, je suis un gros fan de l'échec dans la vie. C'est quelque chose que j'aime. Ah, ben, puis tu sais, genre, c'est quelque chose qui me fascine. C'est que, tu sais, j'ai une collection de films québécois qui ont eu des échecs. Tu sais, c'est quelque chose que j'aime, les films qui ont des échecs, puis je les admire. Puis c'est pas par méchanceté. C'est quelque chose que je trouve que, tu sais, un film qui a un échec, qui est un échec, c'est quand même, en arrière d'un film qui est un échec, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé fort. Ben oui. Faut jamais oublier ça. Puis il faut pas oublier non plus que c'est un ou une réalisatrice qui travaille, essayer de mettre un paquet de morceaux ensemble, puis tout est théoriquement, mettons, tout est là pour que ça soit bon, puis des fois ça marche pas. Non, ça marche pas. Puis honnêtement, des fois, c'est vraiment pas de leur faute non plus. T'sais, des fois, les circonstances sont tellement... ça peut l'être, des fois, c'est complexe. C'est complexe. Puis c'est compliqué, puis moi, j'ai une fascination pour ça. Mais évidemment que c'est des humains derrière, là. C'est pas des fucking machines qui font des films. C'est sûr que c'est rough, ton film sort... Tu sais, je pensais récemment au Nord d'Albanie qui vient de sortir, tu sais, ça sort sur Mediafilm, c'était des grosses critiques vraiment rough un peu partout. Tu sais, Marianne, qui est une fille qui a du talent, qui a fait des courts-métrages, puis qui s'est illustrée, qui était comme... Ça a l'air être tough, tu sais, peut aller de faire comme, bon, mais celui-là, il marche pas, coudonc, tu sais. T'as-tu déjà eu une mauvaise critique, comme une popée mauvaise? Ben, j'ai eu avec genre, même de père en flic pis menteur, c'était pas si pire. C'était pas... Ah non? C'était pas si pire. Tu sais, mettons dans la presse, pis tu sais, dans les gros médias, après ça, si tu vas sur Letterboxd, ou ben, tu sais, tu demandes aux cinéphiles, oui, là, tu te fais ramasser comme... Mais ça, le film est pas... Oui, mais c'est parce que des fois, les gens ont une mauvaise compréhension de aussi c'est quoi les objectifs du film. Tu sais, maintenant, je veux dire, quand tu rentres dans un mood menteur, moi, j'ai immensément de respect pour, tu sais, ce cinéma-là, puis pour Émile qui travaille fort. Hey, on travaille fort quand on fait des comédies. Tu sais, c'est pas des choses qu'on botche, là. C'est pas comme genre, ça va être ça, ça va être drôle. Tu sais, c'est comme, tu y penses, tu travailles, tu mets beaucoup d'énergie là-dedans. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est fait pour plaire au plus grand dénominateur commun. Tu sais, puis c'est ça l'objectif, faire rire du monde. Tu sais, évidemment qu'après ça, t'as envie de faire un film qui se tient, puis tu veux que le scénario soit bon, puis qu'il vive des émotions. Mais tu sais, évidemment que tu te lances pas là-dedans dans la même affaire que tu te lances pour faire un Viking, justement, ou un... Mais tu sais, comme avec Émile, vous étiez 2? De 3. Avec Sébastien. C'est quoi la plus grosse table de writer que t'as été à date? En termes de nombre?
Ben, moi, ça a été sur SNL Québec au début. C'était combien? On était 8. 8? Au début, les 2 premiers épisodes. C'est probablement un des plus grosses tables de writer. Mais on est tombé à 4, genre à partir du 3e. Puis à la fin, je pense que... Puis à la fin, même, on était 3. Là. Les derniers épisodes, on était comme 3. Mais tu sais, mettons, les 2 premiers épisodes, c'était un peu comme une espèce de labo. On essaie des affaires. Qui a des textes qui vont en ondes. C'est qui... c'est niaiseux, mais c'est une fucking jungle. Puis mané, puis c'est plate parce que tu sais, ce que t'aimerais, c'est que tout le monde soit un peu payé la même affaire, mais tu sais, il y a l'espèce de fameuse affaire que le nombre de minutes en ondes, c'est ça ton salaire. Fait que tout le monde se bat. Fait qu'au début, ça a été comme qui reste. Finalement, on a gardé 4 là-dessus. J'étais là-dedans, évidemment. Puis après ça, ben, ça continue. Mais puis tu sais, un coup qu'on était 4, je pense que maintenant, on a aussi fait, hey, on va être payé chacun le même salaire. T'sais, on va prendre l'enveloppe puis on va la diviser en 4. Peu importe si toi, t'as un sketch dans ce show-là ou si toi, t'as 2 sketchs, 3 sketchs. Vous avez été fair quand même. Oui, parce que maintenant, tu veux pas que justement l'humour est important puis tu veux pas comme commencer que en plus tu rajoutes une game d'ego là-dessus de genre hey, je veux un salaire parce que genre j'ai tel nombre de sketchs en ondes. C'est comme tout le monde pitch in, tout le monde propose des idées, fait que tu sais soyons un peu communistes dans notre approche puis faisons comme tout le monde travaille fort puis c'est un concours de circonstances les jokes qui se ramassent en ondes. Pas que ça parce que souvent tu l'entends que dans des tables comme ça pour des two night shows whatever, il y a toujours l'espèce de dude qui a jamais eu un sketch en ondes, mais qui a inspiré tout le monde par ses maudites bonnes idées. Puis que tout le monde fait ça c'était bon, ça c'était bon. Il y a une valeur. Cette personne-là a une valeur. T'es-tu en avoir des shows des fois? Je parle, mettons, Tonight Show. Non. Tu jamais vu ça? Non, jamais live. Jesus, faut que t'ailles. C'est le faire du gratuit en plus. Moi, je suis allé, puis j'étais allé 3 fois. Ah ouais. Fallon, puis l'autre à côté, en même temps, il est encore là. C'est quoi son nom dans le même building? L'anglais? Non, mais tu sais, mettons, Fallon est plus tard. Non, encore plus tard que Fallon, c'est quoi? Celui qui sortait avec Sarah Silverman? Ouais, c'est quoi son Jimmy nom? Kimmel? Non, pas Kimmel, lui, c'était à Los Angeles. Celui qui est à New York, j'ai comme un blanc de mémoire, mais j'étais avec ma blonde. Puis dans ces shows-là, dans tous ces shows-là, les writers sont dans la foule. Ben oui. Puis, des fois, ça coupe. Ils font, on refait le sketch. Puis là, ils viennent te voir. Ils font, pourquoi t'as pas ri? mais on se le faisait poser pendant les tournages. Moi, ça pourquoi me t'as pas ri? Ouais, ils faisaient, hey, pourquoi t'as pas ri? Puis là, ben, ça, c'était pas drôle. Puis là, man, tu vois un cercle de 12 personnes en train de gosser une joke. Mais ça, là, juste à titre d'observateur, c'est une des choses les plus tripantes au monde à voir. Puis tu te souviens-tu 30 Rock? Ouais. Des acteurs qui jouent dans 30 Rock, qui jouent dans le show. Là. Ouais, souvent ils commencent son Non, son sont writer. encore writers. Ouais, c'est ça. Sont encore writers. Puis j'en reconnaissais. Puis tout le monde, tu voyais des writers qui prenaient des photos avec le public parce qu'ils disaient « Hey, tu joues dans 30 Rock? » Mais ils sont encore writers. C'est comme un espèce de game qui a l'air tellement le fun. Ouais. Mais pour vrai, tu sais, SNL Québec, ça s'est fait rentrer dedans. À fond, beaucoup les textes, là. C'est comme... Tout, en fait. Mais les comédiens, les mondes les aimaient. Mais souvent, c'était comme les textes sont pas bons, les comédiens sont bons. C'est vrai que les comédiens étaient bons. Après ça, des fois, tu sais, le texte, t'es live. Les gens, je veux pas blâmer les gens, là, mais il y a quelque chose qui a eu une mauvaise compréhension un peu de c'est quoi SNL. En partant, c'est pas vrai que le show d'1h30 est fucking drôle tout le temps aux États-Unis. Là. Hey, écoutez-le. Mais exact. C'est un laboratoire. C'est comme tu vas essayer des affaires. Quand ça marche, puis c'est cool. Mais pour vrai, ça a été une de mes plus belles expériences d'écriture parce que quand t'es la journée live puis que t'es la gang dans un petit bureau, que tu fais les nouvelles pour le soir parce que tu sais on se gardait tout le temps ça à la dernière minute pour être comme au jour, là, pour être à jour sur l'actualité. C'est tellement le best. T'arrives en ondes plus tard, tu sais que c'est joke, tu l'essayes, tu punches, tu fais rire le monde. Hey, j'ai un flash. Qu'est-ce que c'est le fun. J'aurais fait ça. No shit, j'aurais fait ça. Un esti de bout. Tu sais, en faisant d'autres affaires on the side, là, mais tu sais, il y a quelque chose de l'adrénaline là-dedans, puis le plaisir pur d'être en... Tu sais, puis c'était des amis aussi avec qui j'écrivais, tu sais, puis de juste trouver la blague, de trouver qu'est-ce qui... Tu sais, c'était tellement le fun. Là. Ben non, c'est clair. Écoute, regarde, pour te dire, moi, j'ai trouvé... ma fille, elle s'appelle Harriet. OK. À cause... t'as-tu vu Studio 60? Ouais. Avec Aaron Sorkin. J'ai vu un épisode. Aaron Sorkin, qui est comme sur un writer's room, qui écrit un TV show, qui est un Saturday Night. Puis l'actrice principale dans le TV show, elle s'appelle Harriet. Après. Puis
ils écrivent tout pour elle, qui est comme la meilleure qui est capable d'incarner tout, puis ils écrivent des jokes à la minute, puis c'est celle qui est capable d'incarner tout le plus rapidement. Puis l'actrice est cool, puis le personnage est le fun, puis c'est à cause d'elle que ma fille s'appelle Harriet. J'ai juste écouté le premier épisode. Ah non, c'est mais cool. écoute, c'est pas une très bonne série, mais... Ouais, c'est ok. Non, mais c'est ça, écoute, mais il l'écrit tout seul, au complet. Ah ouais, pas ouais, Quand ça, même, c'est donc rough. respect quand même. Là. Ouais, ça, c'est rough. T'es allé à LA, man? Première fois? C'était pas la première fois, mais Non. c'est la première fois pour, tu sais, entre guillemets. Puis c'était même pas pour travailler, là. J'avais comme une résidence là-bas. Mais ouais, mais c'est ça. Et là, d'où le fait que de la phrase qu'elle disait que je comprends pas. C'était pas pour travailler, mais j'étais en résidence. Mais c'est quoi que tu faisais là-bas? C'est un atelier qui s'appelle Boulevard des séries. Ok. Puis en fait, c'est d'habitude c'est un événement qui est français. En fait, d'habitude c'est des Français Ok. qui ont des séries qui vont en fait à Los Angeles avec leur projet de série pour avoir une espèce de pouls de l'industrie là-bas, faire parler d'eux autres. C'est comme le CNC qui organise ça, qui est un peu la SODEC de la France, là, qui organise un peu ça avec la SACD. Puis, fait que c'est vraiment comme des auteurs qui vont défendre leur projet là-bas avant. Puis là, cette année, la SODEC a comme embarqué là-dessus, puis on décidé d'envoyer un Québécois là-bas, qui était moi. Fait qu'on était comme, il y avait comme 7 projets français, puis Ok. moi. Fait qu'on était comme 8 projets, une affaire comme ça. Puis, fait que tu vas là-bas, mais tu sais, tu vois, c'était pas super clair que je m'en allais faire là-bas. Je pensais plus qu'on allait justement avoir plus de feedback sur nos projets. Au final, on a peu parlé de nos projets. Tu sais, on était jumelés avec une mentor qui nous parlait un peu de nos affaires, mais ce qu'on allait surtout faire là-bas, c'était beaucoup de workshops, puis beaucoup de masterclass, en fait, d'auteurs tu sais, réputés là-bas, d'executives, de gens de l'industrie, tu sais, puis autant des production designers, tu sais, que des coordonnateurs d'intimité, tu sais, vraiment comme un portrait large du monde de la télé là-bas, puis on travaillait beaucoup sur le pitch, parce que tout le monde là-bas fonctionne par pitch, là. Tu sais, le monde ne lit plus rien, parce qu'il y a tellement de contenu, il y a tellement de shows en ce moment, ils ont pas le temps de tout lire, fait qu'à un moment donné, c'est comme tu pitch, puis c'est comme ça, puis si ton pitch se passe bien, là, ils vont te commander un pilote, là, ils vont te commander que tu pars en écriture, tu sais, mais t'écris rarement aux États-Unis quand t'es un writer, tu pitches surtout jusqu'à temps que t'aies un film, une série ou un film qui fonctionne, puis là t'écris, tu sais. Ici, Vraiment? C'est ça? oui, ici tu vas écrire ton pilote, tu vas écrire ta bible, tu vas écrire genre une chier de documents pour finalement, tu sais, des fois que ça fonctionne. Ah oui, ici c'est beaucoup d'écriture. Mais t'as déjà pitché ici, évidemment. Très peu. Quoi? Tu pitches, mais tu sais, c'est pas comme tu t'imagines un peu comme une salle avec des exécutifs qui t'es comme let's go, t'as 20 minutes, tu sais, c'est comme très friendly, ça, pis c'est un peu tout mais il y en a qui sont préparés, mais Moi, j'ai déjà fait pitcher, man. oui, C'est weird. il y a ça, mais tu sais, c'est pas les États-Unis. C'est pas ça. Aux là. États, c'est comme bring me T'sais, à la limite, ici, ça peut être ton pitch, je vais pas super bien, mais mettons, envoie-moi ton script, puis là, ils vont faire, OK, là, ça marche, mais on va te financer pareil. T'sais. OK. Puis mettons, la SODEC, tu vas genre déposer ton projet avec. Ça, c'est... Puis là, ils vont te faire une rencontre, mais c'est Ouais. pas un pitch, tu réponds à des questions qu'ils te posent. T'as pas besoin de parler, t'as pas besoin de pitcher ton projet, t'as pas besoin de. Wow. Bref, tu te rends compte là-bas que c'est juste une industrie, puis ici, c'est pas une industrie, puis c'est ça l'espèce de grosse différence. Ici, c'est, je sais pas c'est quoi, mais tu sais, là-bas, c'est une business. Il faut que tu te vendes. Quand j'étais là-bas, c'est comme. Et tu sais, puis là, c'était comme comment te vendre à chaque personne que tu rencontres. Faut que tu dises tu viens de où, c'est quoi ton petit, puis à un moment donné, tu deviens comme bon à te vendre. Non, mais tu sais, ici, tu te vends pas. Là. Ici, quand tu te vends, t'as l'air juste d'être venteur, en fait. Puis c'est ça au Québec. C'est genre, mettons que je braguerais sur ce que j'ai fait. Tu sais, maintenant, c'est comme moi, ferme d'ailleurs, tu sais. Mais aux États-Unis, c'est comme, hey, t'as fait tel festival. Non, mais parle-en quand tu te présentes. Tu sais, c'est comme genre, là, show off. C'est, mets-toi de l'avant. Tu sais, c'est Donc, ça qui le est show-off, important. c'est cool. C'est ça. Là-bas, faut C'est que ça, tu show mais off. attends. Quand tu show off, mais t'en as vu des démonstrations? Ben, T'as vu ça? T'as été témoin? ben oui, mais tu sais, tout le monde, leur bio est super important. On dit ta bio, bon, c'est de la coller un peu, là, tu sais, c'est comme. Mais Là-bas, là-bas, je chante de voix puis je fais des films, mais tu sais, là-bas, c'est comme. le monde, c'est ça. Là-bas, tu mets tout, mais le monde je veux dire, ils chaînent quand ils parlent de leur truc. Je veux dire, ils sont très... T'as l'air en confiance. Tu veux avoir l'air. de shit.
tu veux avoir l'air de quelqu'un qui peut recevoir des millions de dollars. C'est juste ça, là. C'est que là-bas, ça fonctionne de même. C'est comme t'as des fucking vendeurs de chars, pis t'as des petits bankers qui ont du cash, pis si t'as l'air de le petit peddler, il est comme bonjour, Ciao. C'est pas ça. Là-bas, t'es comme je suis une fucking machine, j'ai fait telle affaire, I'm the shit, je vais prendre ton argent, puis je vais faire de quoi, puis je vais te redonner 4-5 fois ton argent. C'est ça là-bas, c'est une business. Puis t'arrives dans un mood, puis moi, tu sais, c'est pas un mood que j'aime, là. J'irais pas nécessairement travailler aux États-Unis, c'est juste la réalité, c'est même ça se passe là-bas. Hollywood. T'es à Hollywood, t'es à Hollywood, puis tu le vis. Mais tu sais, on a rencontré du monde incroyable, là. Tu sais, Vince Gilligan, il est venu nous jaser, genre. Vraiment? Ouais, on avait comme un petit groupe, on était genre 9, puis il vient nous jaser. Mike White qui a fait White Lotus récemment, puis il est venu nous jaser. Lui, c'était drôle en crise parce que... Ben, dis donc, chaud parce que je suis là-dedans en ce moment. Ben, s'il y a un gars qui avait l'air en burn-out, c'était lui, mettons, là, genre. En plus, il écrit puis qu'il réalise, mettons, là, tu sais. Il est arrivé puis il était comme genre... Sa saison est plate en ce moment, en plus. C'est trop, hein. J'ai écouté 2 épisodes, je sais pas trop, là, mais... Boy. Il y a quelque chose, il est arrivé, il avait comme il était cerné, puis ok, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Vous me posez des questions, c'est comme... Puis Mané, c'était comme, pose des questions, puis il est comme, hey, pour vrai, je sais pas pourquoi il fonctionne le show, je le fais, j'ai le monde, ça a l'air que le monde aime ça, faut que je fasse une autre saison, je veux juste aller me coucher. C'est comme, il était real, c'était drôle, là, tu sais, mais... Puis White Lotus, c'est un univers et de la fun. Moi, je sais pourquoi ça marche. Ce show-là. À cause de la Muse, man. La Muse est bonne. La Muse. Le de série noire, c'est fou, quand même. C'est incroyable, man. Mais la Muse est parfaite. Puis dans la deuxième saison, elle est encore meilleure parce que le scénario est so-so. Il y a quand même des bonnes histoires, tu vas voir, là, mais là, moi, je suis à jour, là. Je suis à jour, là, mais genre, ma blonde, tout le monde attend 9h10 sur Crave pour aller le regarder. Puis là, on est à jour. Le dernier épisode, il en reste un. Étrangement, ils le font en 7 cette fois-ci au lieu de 6. 7 épisodes. Ah ouais, hein? Il y a vraiment un épisode de trop. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ils l'ont augmenté. On dirait presque qu'ils ont voulu avoir un 8, ils l'ont pas eu. Ouais. Mais en tout cas, peu importe. C'est le fun. C'est le fun, mais c'est weird. Mais la Muse vient tout chercher. Il a tout un talent. Il est allé chercher des espèces de sons de clavecin qu'il n'y avait pas. J'ai le nom. Je suis pas talentueux, man, pour ça. Mais, bref, c'était cool, là, c'est sûr que c'est le fun. Ben, tu sais, j'ai des bémols là-dessus. Là. J'aime pas LA. J'aime pas la ville, justement, à cause de ça. Tu sais, il y a quelque chose de t'arriver là-bas, pis t'es comme l'impression d'être personne. T'as juste l'impression d'être dans un océan, pis d'être fuck all. Pis, tu sais, c'est drôle, parce que j'en parlais un peu avec Stéphane, justement, tu sais, par rapport à Viking, pis... Ouais. Tu sais, d'avoir le feeling de, tu sais, évidemment que depuis que je suis petit cul, il y avait ce rêve-là d'aller comme à Hollywood, tu sais, pis tu vois ça, pis c'est comme l'affaire que tu caresses, pis t'es comme, hey, tu vas aller passer 3 semaines à Hollywood pour rencontrer des gens, travailler sur ton projet. Tu sais, même si tu te dis genre, hey, c'est juste un work, tu sais, t'as tout le temps un petit peu le genre de, hey, mettons que j'arrive là-bas, pis genre, il se passe capote sur mon projet. Mettons qu'il capote sur mon projet. Pis là, t'arrives là-bas, pis c'est comme, non, t'es personne, pis tout le monde s'en calisse. Pis c'est juste comme tu reviens, c'est une grosse claque d'humilité en pleine face, pis t'es comme, ah ouais. Pis la ville est de la merde, c'est sale, c'est pas beau, faut tout le temps que tu sois en char. Mais là, c'est rendu dégueulasse. Encore plus qu'avant. Il recycle pas. Il y a pas de recyclage à LA. C'est rendu fucking downant. C'est rendu pire qu'avant. Mais c'est comme toute une business. Moi, j'ai travaillé là pendant un bout de temps. Vrai? Ouais, ben, illégalement. Mais bon, gars, tout le monde fait ça dans la année. Mais, gars. En tout cas, gotta hustle. Courir après moi l'impôt, whatever. Mais, tu sais, c'était intéressant parce que c'était avec un orchestre. Qu'un gars avait formé un gars. Écoute, ça c'était fou parce que son père était le dentiste de tout le monde. George Clooney, Julia Roberts. C'était le dentiste de tout le monde. Il était à Beverly Hills. Puis il y avait une mansion. Puis il logeait tous les musiciens là. Tellement que c'était gros. Il y avait comme un hôtel. C'était absurde. On habitait là. Et pendant un bout, presque 3 semaines, 1 mois, on faisait des concerts. On se prenait ici et là. Puis moi, j'étais un des rares, parce que c'est parce que une connexion d'un ami, tu te retrouves là, puis finalement, t'es pris avec plein de monde qui viennent de LA, puis des musiciens, puis eux autres aussi vivent une autre réalité. C'est comme la réalité, c'est faut que je me fasse booker pour un studio, pour un film, pour faire la musique du film, parce que là, il y a des sortes de contrats dans lesquels il y a certains films, puis c'est ceux-là que tu veux pogner, c'était de... Tu peux jouer avec un release, puis là, mettons, t'es payé, mettons, $250 la session, ou tu fais le gamble, non, paye-moi pas 250 selon les droits. Ah ouais, ok.
Puis là, tu peux négocier. Puis là, là-bas, ici au Québec, c'est fini, ça. Au Québec, c'est... t'es payé, tu sais tes droits. Mais là-bas, il y a encore certains contrats où est-ce que tu peux shifter de main. Les autres sont... littéralement, c'est une loterie. Un peu comme les session musicians dans le temps. Ouais. Puis les jeunes, puis c'était tout du monde de mon âge, c'était en 2004, 2005. Ils étaient tous dans ce business-là. OK, non, il y a tel réel qui est là, je vais aller jouer là, mais c'était super fascinant. Moi, j'étais là, de toute façon, je n'avais même pas le droit à ces gigs-là. Hein. Je ne vais pas toucher à ça. Hein. mais tu sais, j'ai comme eu le droit d'aller faire le party dans West Hollywood avec plein de monde. J'ai vu Quentin, j'ai vu... Ah, t'es chanceux, mais j'ai pas vu grand monde de Marilyn Manson, Paris Hilton. J'ai vu plein de monde très glorieux. On salue Marilyn qui a un beau procès en ce moment. Oh, Jesus. Mais avant d'aller dans la prescription, j'ai quand même un sujet sérieux, puis un sujet qui est très propre à toi, qui est le baseball. Parce que je veux juste comprendre ça vient d'où. Parce que t'as pas eu accès au baseball, comme moi j'ai pu avoir accès au baseball. Dans le sens que t'étais assez loin jeune. En plus, t'es plus jeune que moi. Ouais. Moi, j'ai eu le droit au stade, j'ai eu le droit aux expos. Avec mon père qui m'amenait, qui quand même... On sortait à la 7e manche parce qu'il voulait pas pogner le trafic, mais je le comprends. Mais tu sais, j'ai vu beaucoup de matchs, j'ai mangé des pretzels géants. Toi, t'as pas eu ça. Ben, c'est pas vrai, là. Tu sais, je veux dire, mon père m'a déjà amené une fois à Montréal. Tu sais, je pense que j'ai vu un match au stade. Ça, je m'en rappelle. J'étais jeune, mais tu sais, c'est pas ça. C'est pas du tout ça le déclic. En fait, mon père a tout le temps voulu m'intéresser au sport. Là. C'était un gros fan de hockey, puis un fan de baseball. Amen. Puis genre... Je me reconnais. Oui, mais ça marchait pas. Je pognais pas. Et je me reconnais encore plus. Ah oui, c'est ça. Puis tu sais, puis en ce moment, genre, mon gros amour du baseball, qui est récente, là. OK. Lui, il est comme... Tu sais, il me regarde, il est comme, on tabarnak, tu sais, j'ai essayé toute ma vie, puis c'est là que tu tripes, mettons, tu sais, comme on aurait pu avoir du fun dans le temps. Mais ça fait quand même quelques années. Depuis 2015. Puis c'est vraiment... Mais en fait, c'est 2014-2015, c'est deux affaires. C'est un de mes amis, Samuel Racine, qui est un ami de Baie-Saint-Paul, celui qui m'a appelé que tu m'as parlé tout à l'heure. Kamala. En fait, c'est grâce à lui. Lui, on est allé voir une game à Anaheim, justement, on est allé voir les Angels. Cool. Puis il m'a tout expliqué, il a pris le temps de faire comme telle affaire, puis on était genre au stade, puis j'ai fait « Ah, Chris, c'est cool », puis il me parlait de Mike Trout, puis tu sais, comme ces gros joueurs. L'univers. Puis là, j'ai fait « OK, petit spark qui a été allumé à ce moment-là. » Puis à un moment donné, pour écrire avant qu'on explose, je me suis pris un appartement à New York pendant un mois. Je voulais vraiment être... je voulais partir de Montréal, je voulais même partir sans ma blonde, je voulais comme être tout seul, quelque part pour écrire. Je voulais pas être dans le bois, je voulais vraiment avoir des affaires à faire. Le soir, je m'étais donné une routine que genre je travaillais du lundi au vendredi de 8 à 8. Là, j'écrivais, le reste du temps, je faisais des activités, j'allais voir des shows la fin de semaine, je travaillais pas. Puis j'ai été voir du baseball tout seul. Puis j'allais voir les Mets. Ah, t'es voir les Mets? Mon équipe, c'est les Mets. Fuck les Yankees. Puis j'allais voir les Mets et je suis tombé en amour. J'allais voir comme 3-4 games des Mets. Puis genre, j'ai comme, tu sais, Jacob deGrom qui lui, n'est plus un Mets depuis, je sais pas quand le podcast va sortir, mais pour moi, c'est récent en ce moment. Ouais. Mais, puis après ça, j'ai continué de les suivre quand je suis parti de New York. Puis ça a été comme l'année où est-ce qu'ils se sont rendus en série mondiale. Ouais. Fait que contre les Royals. Fait que j'ai comme suivi cette année-là, puis j'ai comme vraiment commencé à m'intéresser. Je me suis abonné au MLB Network. Puis là, j'ai suivi mon équipe. Puis là, j'ai comme eu, à partir de 2015, c'était l'année, ils sont rendus en série mondiale. J'ai fait, OK, le baseball, c'est malade. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai mon abonnement, je suis les Mets, je suis un peu toutes les... Puis là, j'ai embarqué dans un pool de baseball en plus depuis 2-3 ans. Tu sais que depuis la... Tu sais, ça augmente d'année en année en ce moment. Il y a eu une grosse baisse. Il y a une grosse baisse, ouais, mais là, il y a des joueurs qui ramènent... Mais ça revient. Ouais. Ça revient, le monde se remet à triper sur le baseball. Mais c'est drôle parce qu'après ça, il y a du monde des fois qui me parle les expos puis tel joueur. Puis moi, la vieille garde, je la connais pas. Non. Tu sais, je peux pas te parler d'anecdotes de baseball de avant 2015. Moi, je connais beaucoup de baseball depuis ces années-là. Puis tu sais, les Mets, j'y connais beaucoup, mais tu sais, vraiment comme beaucoup narrow là-dessus, puis je connais un peu le reste de la ligue, mais c'est vraiment comme ça a été ça le déclic depuis ce temps-là. Ben, j'étais un huge fan. Fait que j'étais arrivé il y a comme 7 ans, là, tu sais, puis depuis ces 7 ans d'amour. C'est vraiment nouveau, man. Puis c'est vraiment nouveau, puis après ça a été le trip de faire comme l'année d'après New York, puis là j'ai fait OK, puis j'avais pas encore d'enfants à ce moment-là, puis là j'étais comme bon, faut que j'aille voir des stades. Puis là j'ai commencé à partir avec des amis pour aller voir des stades aux États-Unis. J'étais allé à Baltimore, j'étais allé à Pittsburgh, j'étais allé évidemment à Boston, oui, tout à fait. Je suis pas encore allé à Chicago, ça c'est un gros objectif.
voir les 2 stades à Chicago. Fait que, tu sais, je me suis promené juste quand la pandémie a starté, je m'en allais, genre, on avait un voyage avec Samuel, justement, puis on s'en allait voir les Diamondbacks en Arizona, genre, en mars 2020, genre. Wow. Puis genre, maintenant, ça marchait plus, on pouvait plus y aller. Fait que là, on l'a prévu, peut-être l'année prochaine, on va y aller. Fait que j'essaie d'avoir les stades avec ma blonde, on avait été à San Francisco. Tu sais, j'ai fait quand même une dizaine, 10-12 stades. J'ai suivi ça quand même sur les réseaux. Puis j'adore que d'ailleurs, cette semaine, t'as sorti... Tu dis, je profite un peu du temps. Je pense que ta fille est malade. Je pense. Oui, ma fille, oui. Puis t'as fait, je vais faire une liste de mes meilleurs films, machin. Puis t'as quand même mis un film de balle qui était là, dans la liste. Ben, qui est un film extraordinaire, là, qui est pas juste un film de balle, mais non. qui est beaucoup plus que ça, mais c'est un film de balle. Moneyball, Moneyball, qui est un film extraordinaire que, écoute, je l'ai en DVD, moi aussi. Moi aussi, je suis... mais je peux regarder Moneyball pour le plaisir n'importe quand. C'est le film, genre des 10-12 dernières, mais c'était en 2011. Fait que, 10-12 dernières années que je peux le mettre, je vais le finir, je vais l'écouter n'importe combien de fois. L'avais-tu vu au cinéma? Oui. Moi aussi. Moi, quand j'étais allé voir ça au cinéma, puis j'étais sorti de là, j'ai fait, fuck. OK. C'est fucking David contre Goliath. C'est une histoire qui est super, comme bien racontée. Sorkin au top de sa game. Tu sais, Bennett Miller qui est juste tellement là. Puis tu le sens. Puis en plus, c'est que, oui, tu sais, t'as Brad, t'as comme ces espèces d'acteurs-là connus, mais t'as tu sais, même les petits acteurs. Tout le monde est dans tout. Tout le monde est malade. Tout le monde, c'est tellement vrai. Juste la scène avec les vieux dépisteurs. Exactement. Puis genre, puis qui amène Jonah Hill. Mais tu crois que c'est vrai? Puis cette scène-là, je pourrais la regarder toute ma vie. Là. Cette scène-là, elle baisse, elle est bien écrite. Ces vieux bonhommes-là, c'est comme, non, vous pensez pas de la bonne façon. Puis que là, il prend son ami Jonah Hill. C'est drôle, puis le film, c'est un film qui fait brailler à chaque fois quand sa fucking fille joue de la guitare dans le magasin de guitare. À chaque fois, je braille. C'est comme... Puis à la fin, quand ça revient avec sa toune qui fait jouer dans la... C'est pour vraiment ce film-là, puis des fois, c'est comme, mais non, c'est une joke. Puis non, non, ce film-là, je le trouve extraordinaire. Non, je sais. Puis tu sais, je sais que toi et moi, puis j'ai une couple de chummies. Ben, nous autres, dans notre gang de scénaristes, mes bons amis scénaristes, Alexandre, Marc-Antoine, Nicolas, on a un gros amour pour Moneyball. Ouais. OK, parfait, OK. Mais moi, j'ai pas tant... À part mon ami que tu connais, Guillaume Girard, lui puis mon... Ah oui, lui, il tripe sur Moneyball. Il y a une copie à la maison du scénario. Ah, pour vrai? Ouais, je pense qu'il y en a une. Mais à mon souvenir, il y en a une, puis même... on en a a beaucoup parlé. Puis you know what? J'ai jamais lu le livre. Pour vrai? J'ai jamais lu le livre. Mais tu sais, t'es au courant, là, évidemment. Non, t'as commencé en 2000... T'as dit 14, 15? 2015. En 2013, il a refait le coup du Moneyball. Il a presque refait la même affaire avec la séquence de victoire. Ouais, il a pas fait autant de séquences en ligne de victoire, mais il a fait une année qui était similaire à ça. Ouais, mais il y a encore des clubs qui le font, tu sais, comme récemment les Brewers qui l'ont, Cleveland cette année. Ouais. Cleveland qui se sont rendus fucking, tu sais, Cleveland avait rien, la masse salariale là. Tu partais genre des Yankees, c'était le fond de la cave, comme Brad Pitt dit, t'as pile of shit, t'as comme 6 feet of crap, pis t'as comme les Guardians en bas là, qui sont plus les Indians, c'est les Guardians. Puis Chris, ça marchait cette année. Puis c'est formidable. C'est ça, mais oui, mais c'est un, tu sais, tu parles de lutte de classe, pis c'est niaiseux parce que ça reste des fucking millionnaires, mais ça reste ça, ça reste comme te battre dans un système qui est injuste. Puis c'est ça le film. Et un étrange sport aussi encore. Oui, mais oui. Tu sais, un étrange sport encore dans le film quand ils vont chercher pour avoir le first base avec Chris Pratt. Quand il dit it's an easy job, le gars qui venait the hardest job. Puis j'adore cette scène-là, je l'adore aussi. On pourra parler longtemps. Anyway, allons à la prescription.
OK! C'est l'heure de ta prescription. J'ai hâte de l'entendre. Comment ça fonctionne, la prescription? Je te lance OK, ça c'est bon, comme c'est bon. ça. Tu lances tes suggestions. Tu sais, je t'ai dit 3 suggestions. Oui, tu m'as dit si t'en 3 as 4, suggestions. 5, si t'en as 6, 7 en tête, man, moi, ce que je veux, c'est une partie de toi qui est intime, qui est sincère, that's it. Je suis pas allé là, par exemple. Non, pas tant, non. Je suis pas allé là. J'étais allé dans quelque chose de conceptuel. Oh! Non, mais en fait, Ok. c'est que récemment, je sais pas quand le podcast va sortir, mais on vient de sortir, la Sight and Sound vient de sortir sa liste des 100 meilleurs films. Qui ont remodifié. Qui ont remodifié Étrange, un peu, mais ouais. Qui est un peu étrange, mais il y a là-dedans 3 films que je trouve qui valent la peine de mettre de l'avant. Puis c'est Qui ça n'étaient que pas de l'avant avant. Ben, qui ont apparu un peu, en fait. Qui a 3 films. Qu'il y en a un, d'ailleurs, qui est arrivé un peu dans ce top-là, qui s'est classé super bien. Un autre qui était classé plus loin. Puis qui est revenu, genre, dans le top 10, là. Shoot. Ben, premièrement, il y a Wanda de Barbara Loden. Je l'ai noté, là, je vais sortir pour être sûr, là, parce que c'est pas Wanda. Barbara Loden. Okay. C'est un film de 1970 qui s'est classé, il est comme dans les 20e, là, un peu genre Okay. dans le top récemment. Puis c'était comme juste un film réalisé par ben, elle joue aussi son propre rôle. Ouais, c'est ça, Elle joue pas elle son joue propre elle-même, rôle, mais ouais. elle joue dans Elle joue dans le film. elle joue dans le film, c'est la comédienne principale. Puis ce film-là, je l'ai vu récemment, puis il m'a juste jeté à terre. C'est un film qui a été fait avec une poignée de scènes. C'est un film tout croche. C'est un film qui a, tu sais, c'est vraiment très, très, très amateur, mais qui a une vérité, puis qui a un film qui est tellement avant-gardiste dans son propos. C'est l'histoire d'une femme qui, après des plusieurs relations abusives, tu sais, quitte son mari puis son enfant. Tu sais, comme dans les années 70, là, tu sais, elle quitte la maison, elle part sur un binge, puis elle rencontre un voleur de banque ou un genre de criminel, puis elle décide de refaire sa vie avec lui. Et c'est des un bonnes film... décisions, là. Oui, Ouais. mais c'est un film bouleversant. La Barbara Loden est juste magnifique à regarder. C'est un film tellement humain, vrai, raw. C'est comme une énergie que j'ai rarement vue, puis il vient de faire son apparition dans... Qui avait jamais été Il considéré avait auparavant. jamais été considéré, puis là, il vient juste d'apparaître, puis je pense que, tu sais, Raphaël Ouellet en parlait récemment sur Twitter, mais il y a comme une affaire de Janus Film, qui est la collection de, qui est comme Criterion, là, qui, tu sais, je pense que c'est devenu, ils l'ont sorti en Blu-ray, puis je pense que ça a rendu ce film-là un peu accessible, ce qui fait qu'il y a beaucoup de critiques qui l'ont vu, puis par sa place dans le cinéma, c'est un film réalisé par une femme, qui joué par la réalisatrice, qui parle d'un sujet qui est encore là pour cette époque-là, tu sais, de vraiment comme une femme libre qui abandonne tout pour aller voir un crime, tu sais, puis bref, ce film-là m'a jeté sur le cul, je suis vraiment content qu'il soit arrivé dans le top, puis je voulais le partager aujourd'hui. Merci. Écoute, je le connais pas. Bon, je vais checker ça, c'est sûr. C'est très rough, mais c'est beau. Ouais, ok. Rough et beau. Et un autre film qui, lui, était plus loin, je pense qu'il était dans les 70. Puis là, il est monté genre en 7e position. Là. Beau travail de Claire Denis. Qui est un film de 1999 sur... ça suit des légionnaires français qui sont à Djibouti. Qui sont postés là-bas, puis il y a comme une recrue qui embarque dans les rangs, puis le commandant commence à avoir une espèce de relation obsessionnelle avec la recrue, puis il t'en parle comme une espèce en flashback. Puis ça aussi, je l'ai vu récemment cette année, encore là. Tu l'avais pas vu à l'époque? Je l'avais pas vu. Je l'ai écouté, mais même pas à cause du top, là, mais je l'ai vu récemment, puis je l'avais pas vu, puis c'est encore là, j'ai pris sur Criterion, je l'ai acheté en Blu-ray, puis c'est peut-être le plus beau film que j'ai vu de ma vie, mais genre esthétiquement, c'est une leçon de cinéma. C'est Agnès Godard qui est la directrice photo qui est souvent la directrice photo de Claire Denis, mais c'est un film qui est... Puis tu sais, c'est pas juste de l'esbrouf, là, c'est pas juste de l'esthétique pour de l'esthétique, là. Je trouve que ça raconte vraiment quelque chose, mais chaque hostie de frame de ce film-là a pas d'allure. C'est vraiment comme... Tu sais, t'as toute cette mode un peu Vimeo à cette heure, là, tu sais, vidéo staff pic de genre des directeurs photos qui font comme leur espèce de démo en essayant de shooter des belles images. Ces gens-là rêvent de faire ne serait-ce qu'une fucking
shot. une fucking de même, shot là. de ce film-là. C'est incroyable. Puis, pour ceux qui veulent l'écouter, il est disponible sur Prime Video en ce moment. OK. Donc, si vous êtes abonné sur Prime, le film est disponible là. Puis donc, Wanda est sur le Criterion Channel, si je ne m'abuse. Je suis pas mal sûr. Wanda, oui. Je me charge de trouver où il est disponible, mais non, il est disponible. En fait, il est disponible sur Apple TV. En fait, sur Apple TV, si vous êtes sur iTunes, il est disponible pour que Sinon, $5. Vous pouvez le trouver je peux vous facilement. passer le Blu-ray aussi, ça se fait, ça, si vous me contactez. Puis ceux qui ont besoin il y a eu 92% sur Rotten Tomatoes. Puis le troisième, c'est une suggestion pour les gens qui vont nous écouter, mais aussi pour moi, parce que je l'ai pas vu. Ah, OK. Je vois la thématique. Mais c'est un film, encore là, film d'une réalisatrice qui vient de faire son entrée, tout comme Wanda de Barbara Loden, il était pas dans le top. Puis là, il est arrivé récemment parce qu'ils ont ouvert, je pense, en tout cas, plus de critiques. Il était 1600 à faire ce poll-là. Contrairement à presque la moitié avant. Là. Oui, exact. Puis Daisies, un film de la République tchèque de Vera Chytilova. Okay. Un film de 1966 sur des jeunes filles qui, je pense, font des espèces de pranks très subversives. Ça a l'air un peu comme ils virent, un peu anarchique. Ben, je sais pas, je connais pas le film, je l'ai pas vu. J'aimais ça faire une prescription que j'ai pas vue pour moi aussi. Non, there you go. Puis, tu sais, j'ai fait un film qui s'appelle Prank, fait que ça me parlait. Il y a quelque chose qui... Regarde, ça. C'est tout ça. Puis, puis quand le film est sorti, il a été banni par le gouvernement. En fait, je pense qu'il était trop subversif pour l'époque. Okay. Puis, apparemment que c'est une comédie vraiment débridée puis j'ai envie de le voir. J'ai regardé quand il a fait son apparition, tu vois, il a fait son apparition dans le top. Je l'ai lu, ça m'a intéressé. Je trouve ça le fun, ces listes-là. Je trouve que ça, le monde charle beaucoup. Tu sais, on parle beaucoup de Jeanne Dillman en ce moment qui aime le film qui s'est ramassé numéro 1, qui est un film extraordinaire. Tu sais, après ça. Mais qui peut être aussi apparemment discutable. Ben, c'est 3h20, tu sais, je veux dire, après ça, c'est d'une femme qui vit au jour le jour, tu sais, c'est comme, c'est un film qui est tough, tu sais, c'est comme, c'est une proposition radicale, je pense, de cinéma, tu sais. Mais, tu sais, on en parle beaucoup de cette liste-là, mais je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, c'est que ça peut faire découvrir. On dirait que je trouvais ça le fun de et spécialement les découvertes que tu as nommées aujourd'hui, j'aurais probablement, même malgré avoir la liste, j'aurais pas pensé à aller mettre mes yeux sur ça. Donc, Puis 3 films de réalisatrices. Je pense que c'est ça aussi le gros take de la liste cette année, qui est beaucoup de réalisatrices qui ont fait leur apparition dans le top, ce qui est une bonne affaire. Fait que voilà, c'est mes 3 suggestions. Man, je termine en disant simplement enchanté. Ben enchanté, c'était bien le fun. C'est un premier contact. Voilà, ça a bien excellent. Puis en plus, je peux te dire déjà qu'on va ouvrir l'année 2023. Avec ton épisode. Alors, mon Dieu, voilà, rien de moins que de parler de cinéma. All right, merci beaucoup. Merci à toi. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.